Bonjour à tous et bienvenue dans No Spoil, votre rendez-vous ciné et série en collaboration avec nos copains d'Allociné. C'est un plaisir de vous retrouver en 2023 dans ce nouvel habillage, voilà, puisqu'on a changé de couleur comme vous pouvez le voir. Je suis toujours avec mon ami Michel, en attendant le retour imminent du grand Michel, Johan Sardé qui fera son retour dans l'émission dans quelques semaines. Pour cette nouvelle émission et nouvelle année, on ne change pas une équipe qui gagne et on accueille Mégane. Comment ça va Mégane ? Très bien, merci. Et toi ? Mais écoute, ça va très bien. Je rappelle, tu es journaliste ciné-série sur Allociné. Tout à fait. C'est quoi l'actu en ce moment chez Allociné ? L'actu en ce moment, c'est les cérémonies. Là, Max nous en parlera tout à l'heure, mais il y a les nominations pour les Oscars qui sont tombées. Demain, ce sera les nominations pour les Césars. Donc, grosse période de cérémonie, de nominations. Donc, et autant de travail et d'articles, j'imagine. Bonjour Norman Genius. Bonjour Menro. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Content de te revoir avec nous dans cette émission cette année. Nouvelle saison, nouvelle année. On retrouve la famille, si je peux dire, et bientôt le yo-yo que j'ai vu il y a quelques mois, qui est en forme olympique. Il est en forme olympique. Il a perdu 35 kilos. Il est incroyable, il fait du sport, il est bien. C'est sûr que c'était lui. C'est lui. Donc, content de vous revoir. T'es venu aujourd'hui avec un sujet. Oui, un sujet. Qui va faire parler dans le côté sur côté. Oui. Tu vois ce qu'on appelle un unpopular opinion, c'est-à-dire un avis à contre-courant. Oui, j'ai cherché, j'ai trouvé. Je dois dire maintenant, on a. Non. Ça va parler de Fast and Furious, mais tu vas nous dire exactement ce qu'il en est tout à l'heure. Exactement. De l'autre côté du plateau, il est journaliste ciné chez Allociné. Comment ça va, Max ? Ça va et toi ? Bah écoute, Bonne ça va année. bien. Bonne Merci année à beaucoup. vous d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Bonne année à vous au chat. Je vais pas te poser la même question qu'à Mégane. Parce que j'allais faire la même réponse en plus. Évidemment, donc c'est la période des cérémonies. Il y a eu Ouais, les mais au Golden fait, Globes. au-delà de ça, il y a aussi la période en France des sorties des films à Oscar. C'est-à-dire que demain, sans trop spoiler, on aura un film qui est bien placé pour la course aux Oscars. On aura bientôt le nouveau film de Steven Spielberg au mois de février. Donc en fait, c'est ça. C'est que les nominations arrivent en même temps que les films que les distributeurs français calent en se disant on va surfer sur des potentielles nominations aux Oscars, voire des récompenses pour que le public aille le voir. Là où les Césars, ce sont les films de l'an dernier. Ce sont les films de l'an dernier qui sont récompensés. Pour finir ce casting du jour, Nanix. Alors Nanix qui avait fait une petite apparition en décembre dernier, Oui. Qui était venu comme ça, comme un trublion sur notre sujet sur Cameron. Ouais. Du coup, tu vas pouvoir te lâcher aujourd'hui puisqu'on fait le débrief d'Avatar 2. Ouais, j'ai pas pris les gants de boxe cette fois-ci. Déjà, bonjour. C'est dommage. Bonjour à tous. Ravi de revenir. Bon, là, je suis là pour une séquence complète de l'émission, donc c'est cool. J'ai encore des choses à dire sur Avatar. Peut-être des choses bien, Et je peut-être cette tiens à fois-ci. dire, j'avais été dur. Et je tiens à pas m'excuser. Non, t'avais été excellent. Et je suis content qu'on parle d'Avatar. Merci. Avec toi. Excellent, je sais pas. J'ai encore plein de balles à mettre au premier Avatar. Ouais, je me réserve pour aujourd'hui. Ce sera notre dossier principal de l'émission. On reviendra aussi sur, bien entendu, toutes les séries et films. Enfin, toutes, non, mais une sélection des films et séries, les grands rendez-vous, en fait, de ce premier semestre. Donc, prenez vos agendas, parce qu'entre les sorties de la semaine et les grands rendez-vous de ces 6 premiers mois, il y a pas mal de choses. 2023 s'annonce comme une grande année si vous êtes fan de ciné et séries. En attendant, tout de suite, c'est les news. On se retrouve juste après le jingle. Et il ne faut pas dire jingle, très bien. Non, faut pas dire. Il y a Maître Capello en régie. Ouais, c'est ça. Donc, les news, comme chaque semaine, bien sûr, on commence l'émission avec un petit tour de table. Moi, je vais vous demander à chacun et chacune d'entre vous, bien sûr, quelle est l'info qui vous a particulièrement marqué cette semaine sur la planète ciné et séries. Et on va commencer par toi, Nanix, puisque les super-héros de Marvel sont bientôt chez DC. Un jour, je ferai cette séquence en costumé avec une cape et un masque, n'est-ce pas ? Oui, tu l'as très bien dit, Menro, les super-héros Marvel vont débarquer du côté de chez DC. En tout cas, c'est une grosse tendance et même, tout simplement, c'est James Gunn qui nous a littéralement teasé ça. Alors, j'ai un petit peu expliqué le contexte, surtout que c'est pas la première fois que ça se produit. Hein. Souvenez-vous de Ben Affleck en Daredevil, qui a ensuite incarné Batman. Sur le Chevalier Noir, Christian Bale, qui a incarné Batman, ensuite qui incarne Gore, le méchant, dans le dernier Thor. Et encore, Ryan Reynolds, qui avait joué le malheureux Green Lantern avant de se faire plaisir avec Deadpool. Là, en l'occurrence, James Gunn, il est à la tête, on le sait, de DC Studios, donc la nouvelle branche. Avant, c'était DC Films du côté de chez Warner Bros. La branche s'occupe des films d'animation et séries, avec Peter Safran. Alors, c'est toujours le duo, un peu la calculatrice et le créateur, n'est-ce pas ? Et James Gunn, il est en train tout simplement de refonder des plans sur plusieurs années pour les films d'ici. Et lors d'une interview qu'il a donnée à Empire, il s'est exprimé en disant
Bah, il serait pas contre, peut-être, de nouveau avoir sous sa direction chez DC les acteurs qui incarnaient les Gardiens de la Galaxie. J'ai une petite citation d'ailleurs. Ce casting, c'est un peu comme ma famille. Je peux pas décrire combien je suis proche de Chris Pratt, donc Star-Lord, Pom Klementieff, à savoir Mantis, Dave Bautista, Drax, et ensuite Zoé Saldana qui incarne Gamora, ou encore Karen Gillian avec le rôle de Medusa. Mais je sais aussi que j'aurai de nouveau l'occasion de travailler avec chacune de ces personnes, probablement dans le cadre de mon deuxième boulot. On rappelle que James Gunn, il les dirige encore une fois cette année pour notamment le dernier volet chez Marvel et les Gardiens de la Galaxie, à savoir le volume numéro 3. Et forcément, cette phrase, elle arrive un petit peu dans un contexte compliqué, délicat et j'ai même envie de dire sujet à débat, parce que depuis plusieurs semaines, James Gunn, s'il n'est pas tous les 2 jours entêté sur Twitter, vous n'êtes pas sur Terre. Du côté de chez Warner et de chez DC, il y a une grosse refonte qui se fait. On sait que Wonder Woman 3, le film que Patty Jenkins devait diriger, réaliser, est passé à la trappe. Que Henry Cavill, qui avait teasé son retour en Superman et lâché The Witcher, ne sera pas le prochain Superman, en tout cas celui que James Gunn veut mettre en avant. Donc, du coup, les fans sont très inquiets. Et cette phrase, ça fait pas forcément plaisir. On sait que les fans ne veulent pas forcément voir du côté de chez DC la même recette qu'adopte Marvel Studios depuis plusieurs années. Et donc, du coup, James Gunn, il est très proche de sa communauté. Il répond sur Twitter, notamment sur tous les autres réseaux sociaux. Et il y a une tweetos qu'il a alpaguée en disant: par pitié, il y a quand même moyen de faire quelque chose de sympa sans forcément reprendre des acteurs qu'on a déjà vus ailleurs. Et James Gunn a répondu ceci: nous avons des centaines de rôles à jouer. Comme je l'ai toujours fait, certains seront de nouveaux visages, certains seront des acteurs avec qui j'ai déjà travaillé par le passé, et certains seront des acteurs avec lesquels je n'ai jamais travaillé. Ce qui compte le plus, c'est que chaque acteur corresponde au rôle et que ça va facile de travailler avec lui. En gros, une façon un petit peu d'essayer de désamorcer la bombe et de dire peut-être que ces acteurs-là que vous avez déjà vus, avec qui j'adore travailler et diriger, n'auront peut-être pas un rôle forcément majeur. Et c'est pas forcément eux que je vais mettre en avant dans mes prochains projets ou les plus gros projets à venir dans les années qui arrivent. En attendant de savoir évidemment ce qui va se passer et comment le casting des Gardiens pourrait être recasté chez DC, avant de passer à un changement externe vers Warner Bros, il y a du changement déjà de crèmerie qui se fait à la maison, puisque Jason Momoa, on le sait, c'est Arthur Curry, à savoir Aquaman, et on l'a vu, si vous avez vu un petit peu sa story Instagram il y a quelques jours, sortir d'une réunion, tout sourire. Ouais, en gros, il explique qu'il a signé de nouveau 4 ans avec Warner Bros. Et que, il y a plein de choses qui arrivent, mais il ne peut pas le dire parce que c'est à James Gunn de le faire. Bon, la grosse rumeur, c'est qu'il lâche le personnage d'Arthur Curry et qu'il incarne l'anti-héros Lobo, donc ce qui ferait qu'il incarnerait à la fois 2 visages, 2 personnages, surtout très clivants. Lobo, c'est un anti-héros et Aquaman, c'est vraiment un héros. Un boy scout, presque. Voilà, un boy scout avec des valeurs. Encore que l'Aquaman qu'il incarne, il n'est pas vraiment, c'est vraiment un boy scout. Ce changement-là devrait normalement s'opérer. Donc, du coup, on entendra évidemment parler de James Gunn, des Gardiens et d'autres changements dans les semaines à venir. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table de ce côté un peu familial de James Gunn qui veut garder ses potes comme ça? Ça me rappelle un peu Sam Raimi avec totalement. Déjà Ashley Campbell, avec Bruce Campbell. Bruce Campbell, même son frère Ted Raimi, qui apparaît dans beaucoup de ses films. Après, moi, je pense que dans les fans qui s'insurgent, je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient boire un verre d'eau et respirer un grand coup, parce que quand tu regardes en fait le Suicide Squad de James Gunn chez DC, ça ressemble beaucoup plus à un film de James Gunn que Les Gardiens de la Galaxie, qui est vraiment le James Gunn tout public. Donc, c'est pas parce qu'en fait, il va prendre Dave Bautista pour un film DC que ce sera la même recette que Marvel, comme tu l'as dit. Déjà, ça peut être un petit rôle. Donc voilà, en fait, moi, j'y vois pas d'inconvénient du tout. Et au contraire, je trouve ça très bien, parce que tu regardais dans Suicide Squad, tu croisais Pom Klementieff, mais vraiment au détour d'un plan, elle était dans un bar. En fait, c'est pas étonnant qu'un réalisateur ait et sa famille, comme tu dis. Et même quand il avait été renvoyé de chez Marvel, il y a beaucoup d'acteurs, alors pas Chris Pratt, mais beaucoup d'acteurs des Gardiens de la Galaxie qui se sont exprimés en disant... Dave Bautista, notamment. Dave Bautista, qui a été vraiment le plus énervé, vraiment, qui était en tête de pont, qui était même prêt à se faire virer de chez Marvel s'il le fallait, et qui a dit, moi, je suis James Gunn partout où il ira. Il a même essayé d'avoir un rôle dans Suicide Squad, et ça s'est pas fait. Donc non, justement, au contraire, c'est bien de voir qu'un réalisateur arrive à fédérer, y compris sur des aussi grosses machines. Enfin, je vois pas en quoi il faudrait avoir peur que Dave Bautista ou Zoé Saldana ou Karen Gillan soient dans un film d'ici prochainement.
D'un autre côté, je me tourne vers toi, Mégane, puisque Selena Gomez va faire un film français. C'est quoi cette histoire ? Oui, Selena Gomez va tourner en France avec un immense réalisateur. Ça va être une très très belle année 2023 pour Selena Gomez. Déjà, elle cartonne dans sa série Only Murders in the Building, que je vous recommande d'ailleurs, qui est sur Disney+. Puisque la saison 3 qui va entamer le tournage va accueillir Meryl Streep. Voilà. Bien. Voilà. Déjà. Sympa. Meryl Streep, Sympa. tout simplement. Et donc Selena Gomez va aussi collaborer avec un autre grand nom du cinéma, français cette fois-ci, puisqu'elle va tourner sous la direction de Jacques Audiard pour son prochain film qu'il avait déjà évoqué notamment à Cannes, donc on attend ce film et il va pouvoir enfin commencer son tournage parce qu'il a été repoussé à cause du Covid notamment. Et donc c'est une comédie musicale et policière qui s'appelle Emilia Pérez, qui devait à l'origine être tournée au Mexique et qui va finalement être tournée dans des studios en France, près de Paris, j'imagine en banlieue parisienne. Et donc le réalisateur d'Un Prophète va réaliser cette comédie musicale et policière qui va suivre l'histoire d'un chef de cartel mexicain qui est en fuite et qui va subir une opération chirurgicale pour changer de sexe afin d'échapper aux autorités, mais aussi et surtout pour devenir la femme qu'elle a toujours rêvé d'être. Et donc pour ce personnage qui va ensuite refaire surface 10 ans plus tard auprès de ses enfants, qui va se faire passer pour leur tante, c'est une actrice espagnole transgenre qui va incarner ce personnage, qui s'appelle Carla Sofia Gascon. Donc, Selena Gomez va collaborer avec cette actrice, mais aussi avec Zoé Saldana, qui est aussi au casting de ce film de Jacques Audiard. Donc, c'est quand même un très joli casting. Pour une comédie musicale et policière, je trouve ça intéressant. Ça va être un nouvel exercice pour Jacques Audiard, surtout qu'il dit qu'il va y avoir une vraie esthétique, des vrais effets visuels dans ce film. Donc, je suis très curieuse de voir ça. Et puis, effectivement, Selena Gomez, moi, c'est personnellement une chanteuse et une actrice que j'aime beaucoup. Donc, de la voir dans un projet français, j'ai hâte de voir ça. Et on rappelle évidemment Zoé Saldana pour le coup, qui, elle, est l'actrice qui rapporte Bankable. le plus à Hollywood, puisque c'est la seule actrice avec 4 films au-delà des 2 milliards de dollars de recettes. Alors, est-ce que le nouveau Jacques Audiard fera partie de cette liste? Peut-être 1 milliard, mais 2. Faut tempérer. En tout cas, il passera à Cannes, lui, je pense. Ouais. Ah bah de toute façon, c'est un film, c'est même marqué dès le début. On peut pas être partout, on peut pas être au box-office et dans les festivals. Très bien, je vois l'ambiance. On rappelle Jacques Audiard, De battre mon cœur s'est arrêté, Un Un héros prophète. très discret, Le professionnel, Sur mes lèvres, Les frères Sisters, De rouillé d'os, Les Olympiades, Un mec qui, Dipan. Dipan. mec qui débute. Ouais, Oui, c'est un petit réal. Hein. multi-récompensé en France au César. Absolument. Faut le suivre, lui. C'est le pas le Recordman Non. C'est le Recordman justement du nom de César acquis à titre personnel parce qu'en fait comme il est réalisateur, producteur et scénariste de ses films, en fait, en général, c'est arrivé plusieurs fois qu'il rafle un petit peu tout, ou à chaque fois, il obtient meilleur scénario, meilleure réalisation. Donc, oui, c'est Il en a quoi, 15, un truc comme ça. C'est un peu ça. Je pense qu'il peut faire 2 tables basses avec ses Césars. Ouais. Il a 2 cheminées, le mec. On en parle en ouverture, c'est la saison des récompenses, et peut-être pour ces Oscars 2023 que Spielberg va battre un record. C'est l'une des possibilités, puisque Steven Spielberg, on sait, sort un nouveau film cette année qui s'appelle The Fabelmans, qui est vraiment son film le plus personnel, puisque c'est le film où, enfin, il évoque frontalement sa jeunesse et l'histoire du divorce de ses parents, qui infuse dans tous ses films. Dans tous ses films, il y a une histoire de père absent, de divorce, de père en échec, mais là, c'est vraiment... Alors, c'est son histoire un petit peu romancée, puisque ça s'appelle The Fabelmans et pas The Spielbergs, mais c'est un film qui pourrait lui valoir son 3e Oscar du meilleur réalisateur, ce qui en ferait... Alors, pas encore le Recordman, puisque le Recordman, c'est John Ford avec 4. John Ford qui a un rôle dans Fabelmans, ce qui est assez rigolo. Là, en fait, si Steven Spielberg décroche son 3e Oscar avec The Fabelmans, il rejoindra Frank Capra, qui a réalisé La vie est belle, mais l'ancien avec James Stewart, qui est l'un des classiques de Noël. Et William Wyler, le réalisateur de Ben-Hur, qui est encore aujourd'hui le recordman du nombre d'Oscars pour un même film, et à égalité avec Titanic et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Donc Fabelmans qui part pour l'instant avec 7 nominations aux Oscars, dont meilleur film et meilleure réalisation pour Steven Spielberg. Alors oui, mais c'est pas le favori. Non, alors voilà, c'est un peu la grande surprise. On s'attendait vraiment à ce que ce soit le favori, puisqu'il y a eu les Golden Globes récemment, et c'est vraiment lui qui a eu le prix du meilleur drame, qui est un peu le Golden Globe le plus prisé. Mais le film qui décroche le plus de nominations, c'est un petit peu une surprise, c'est Everything Everywhere All at Once, la petite pépite indé autour d'une histoire de multivers avec Michelle Yeoh et Ke-Huy Quan qu'on avait découvert dans Les Goonies et Indiana Jones et le Temple maudit, qui part en tête avec 11 nominations. Et
Quand je dis 11 nominations, c'est vraiment, ils sont nommés à peu près partout, notamment pour meilleur film, meilleur scénario original, meilleur montage, meilleure musique, meilleure chanson, meilleure réalisation et meilleur acteur dans un second rôle pour Ke Huy Quan, qui est vraiment le favori de cette section, puisqu'il a déjà décroché le Golden Globe et qu'en général, les Golden Globes, on en parle beaucoup comme l'antichambre des Oscars parce que c'est une première vraie tendance et c'est un peu le bémol de cette saison des récompenses qui s'étire, en fait, qui commence, on va dire, à aller à la rentrée avec Venise, Toronto, qui s'étire jusqu'au 12 mars avec les Oscars. Et en fait, il y a tellement de cérémonies de récompenses que quand tu arrives aux Oscars, tu sais à peu près le palmarès, parce que tout le monde vote à peu près pareil, puis en plus, les Oscars, c'est une campagne. C'est-à-dire que c'est pas tu votes forcément pour le meilleur, tu votes pour celui qui t'a le plus convaincu, souvent parce qu'il est très bon, mais que derrière, il y a une production, il y a un studio qui a fait vraiment une vraie campagne, c'est vraiment le mot. Donc là, pour l'instant, Ke Huy Quan qui est le favori pour décrocher l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Alors, on parlait d'acteurs et d'actrices aussi. Comment ça se présente parce qu'on a vu quand même pas mal de candidats, que ce soit dans les Golden Globes, il y a plus de catégories, donc à un moment, il va falloir faire le tri. Oui, parce qu'en fait, il y a 10 films qui sont nommés pour l'Oscar du meilleur film, mais il n'y a que 5 acteurs et actrices dans chaque catégorie. Là où, comme tu disais, au Golden Globe, c'est réparti entre drame d'un côté et comédie musicale de l'autre. Donc forcément, à un moment, il faut faire un resserrement. Côté acteur, on retrouve tous les favoris, notamment Austin Butler qui incarnait Elvis dans le film du même nom, qui est vraiment, depuis le Festival de Cannes, on est beaucoup à se dire s'il n'est pas au moins nommé, ce serait un scandale, sachant qu'il a de grandes chances de l'avoir et il a eu le Golden Globe face à Colin Farrell, donc c'est bien parti. Colin Farrell qui est également nommé au même titre que Brendan Fraser pour The Whale et Paul Mescal pour Aftersun, ce qui veut dire que cette catégorie va être un crève-cœur parce que tu as envie de voir tout le monde récompensé, même si, bon, moi je suis team Austin Butler depuis le Festival de Cannes. Je me dis que c'est le rôle d'une vie. Il a tout pour décrocher un Oscar, mais en même temps le mériter. Donc lui est là. On a également Angela Bassett pour Black Panther 2, donc qui est nommée en tant que meilleure actrice dans un second rôle, qui a eu le Golden Globe et qui donc a une vraie chance de devenir la première comédienne du MCU à être récompensée pour un rôle dans un film Marvel, ce qui quand même ne serait pas rien. Et on a enfin Cate Blanchett, évidemment, qui est elle aussi, alors qui est, je pense c'est aussi, il y a un record potentiel, il y a un truc historique un petit peu. Il y a un truc historique, effectivement, parce que Cate Blanchett, donc, qui est nommée pour le film Tar, qui sort demain, qui est ultra favorite depuis son prix reçu à Venise. Et en fait, si elle est récompensée le 12 mars, elle rejoindra Frances McDormand et Meryl Streep au palmarès des actrices qui ont reçu 3 Oscars, mais ça n'est pas encore le record, puisque le record, c'est Katharine Hepburn avec 4 Oscars. Et la petite info rigolote, c'est que Cate Blanchett a reçu son premier Oscar en incarnant Katharine Hepburn dans Aviator de Martin Scorsese. Beaucoup de signaux. Voilà, c'est ça. En fait, c'est qu'il y aura des choses à dire, parce que là, c'est une cérémonie qui a beaucoup de chances de marquer l'histoire. Si jamais Everything Everywhere décroche l'Oscar du meilleur film, puisque c'est la société de production A24 qui vraiment produit des films très hype, c'est pas forcément des films à Oscar, des films à récompense, c'est pas des films de gros studios, mais là, ça récompenserait à la fois un très bon film et un très gros succès inattendu, donc ce serait assez mérité finalement qu'on le retrouve au palmarès et surtout aussi haut. Est-ce que tu penses que... Moi, j'ai rattrapé du coup Elvis pendant les vacances. J'ai trouvé ça... Enfin, lui, il est extraordinaire. Mais c'est fou. Il y a des moments où tu te demandes si c'est des images d'archives ou si fabuleux. c'est... Notamment, tu disais à la fin, est-ce qu'il y a une chance que Brendan Fraser, en gros, l'Académie lui donne pour déjà, parce qu'il est grandiose dans The Whale, mais pour l'histoire, le fait, ce comeback absolu, est-ce que tu crois qu'il y a une chance que Brendan Fraser l'ait à la place Alors, c'est tout à fait une possibilité, puisque ça rejoint cette idée de campagne dont je parlais. C'est-à-dire qu'en fait, le studio A24, justement, qui produit également The Whale de Darren Aronofsky, peut également jouer sur ce côté comeback. Mais je me demande si ça risque pas de faire comme Mickey Rourke avec le wrestler, déjà de Aronofsky. Aronofsky, Mais lui, Mickey Rourke était le grand favori jusqu'au moment de la cérémonie où c'est Sean Penn qui lui est passé devant. Là, je pense que Austin Butler a une longueur d'avance. Mais on va le voir après, parce qu'il y a aussi les BAFTA qui sont l'équivalent des Oscars en Angleterre et les prix remis par les syndicats de comédiens, qui là en général donnent un indicateur qui est assez fiable. Pur, ok. Après, Brendan Fraser, il a quand même eu le Critics' Choice Awards. Ah ouais, c'est vrai. Et Austin Butler n'a pas eu. C'est vrai.
On parlait de Marvel à l'instant. Est-ce qu'il y a des films grand public ont cartonné en salle, etc., qui sont dans les nommés? Bien sûr, alors au-delà de Everything Everywhere, en fait, on s'attendait à un gros duel entre Avatar 2 d'un côté et Top Gun Maverick, qui sont vraiment les deux plus gros cartons de l'année en salle. Eh bien, on aura cet affrontement, mais c'est Top Gun qui part un petit peu devant avec 6 nominations, dont celle du meilleur film, tout autant que. Alors que Avatar 2, lui, n'a entre guillemets que 4 nominations, c'est moitié moins que pour le premier, mais les deux sont nommés en tant que meilleur film. Donc ils ne l'auront pas, mais au moins voilà, au moins tu vois que sur les 10 films qui sont nommés, en fait, il y a à la fois des grands films d'auteur, des films de festival. Et ils ont quand même mis en avant aussi les films grand public, parce qu'on reproche très souvent aux cérémonies de récompense d'être déconnectés un peu élitiste, des goûts du public. Alors évidemment, ils n'ont pas nommé Jurassic World 3, ils ont quand même nommé des bons blockbusters. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Mais en tout cas, Avatar et Top Gun peuvent réussir à tirer leur épingle du jeu dans les catégories techniques, que ce soit meilleurs effets visuels, évidemment, meilleures photos, meilleurs sons. Il y a également The Batman qui quand même décroche 3 nominations. Ouais. Et qui peut-être s'incruster, qui a peut-être eu le malheur de sortir avant Top Gun. Ouais. Parce que du coup, ça fait qu'on l'a un peu oublié dans la meilleure musique, par exemple. Il aurait pu être nommé, mais il ne l'est pas du tout. Donc j'aime beaucoup Nirvana, moi aussi. Ouais, bien sûr. C'est un peu triste là, pour la musique. Voilà, c'est ça. Mais au moins, il y a des films d'auteur, des films de festival et des films très grand public. Il a déjà eu. En un mot, est-ce qu'il y a des absents Oui, alors moi j'aurais bien vu le film Nope de Jordan Peele être un peu nommé parce qu'il avait eu l'Oscar du meilleur scénario original avec Get Out. Après, dans les oubliés, on peut noter Babylone qui, alors évidemment, était peu représenté aux Golden Globes. Et là, qui ne décroche que 3 nominations, mais par rapport à ce que le projet voulait être, par rapport à son potentiel de film à Oscar, par exemple, Damien Chazelle n'est pas nommé, Brad Pitt n'est pas nommé, Margot Robbie n'est pas nommé, mais il a 3 nominations, dont celle de la meilleure musique originale, qui, je pense, il va avoir. Ça, c'est quand même, je pense qu'il va quand même sauver la mise là-dessus. Et dans les absents, il y a les Français, puisqu'il y avait le film Saint-Omer qui représente la France à l'Oscar du meilleur film étranger, qui n'est pas nommé. Il y a même un film franco-cambodgien qui s'appelle Retour à Séoul, qui sort demain, qui aurait pu être en liste, mais qui n'y est pas. Et on n'a même pas Alexandre Desplat, le compositeur, qui est un peu le Meryl Streep des compositeurs. Il y en a 2 ou 3, lui. Il a 2 Oscars, il a 11 nominations. On pensait qu'il allait avoir la 12e grâce au film d'animation Pinocchio de Guillermo del Toro. Et en fait, il n'est même pas dans les 5 nommés. Donc voilà, il est aucun Français dans les nommés aux Oscars cette année. Merci Max pour tous ces détails. On rappelle, les Oscars, alors pour nous, ce sera dans la nuit du 12 au 13 mars. Du 12 au 13 mars, et donc on fera un petit résumé de tout ça. Et on verra si nos chouchous... et non pas nos Français. Pas nos Français auront remporté quelque chose. Genius, c'est quoi cette histoire? Ben Affleck. Fan de Nike Air et de Jordan. Oui, les amis, le petit Camoulox. On a le titre du dernier film de Ben Affleck qui s'appelle Air, qui raconte l'histoire, la collaboration entre Nike et Michael Jordan. Donc ça se passe dans les années 1980. Sonny Vaccaro, je sais pas pourquoi je prends l'accent. Sonny Vaccaro, qui est le directeur marketing sportif de Nike, tente par tous les moyens, vraiment tous les moyens, de faire signer un énorme contrat du coup à Michael Jordan, la star de l'époque du basket. Et malgré les milliards de tentatives, de coups de téléphone, de rendez-vous, d'essais, de recoups de téléphone, et en fait Michael Jordan reste sur l'idée, il est réticent à cette idée. Et ça ne se fait pas. Donc voilà, moi je suis passionné, très 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 curieux de voir évidemment un petit peu l'histoire, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Je connais un petit peu en intérieur l'histoire avec les chaussures Stan Smith, qui était déjà intéressant. Là, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus gros. Il faut savoir que c'est la 3e réunion des acteurs Matt Damon et Ben Affleck depuis Will Hunting, le duel. Et du coup, celui-là, c'est le troisième film. Il y a un énorme casting. Par exemple, il y a Jason Bateman, il y a Matt Damon, Ben Affleck, Chris Messina. Franchement, il y a du très lourd. Comment il s'appelle? Marlon Wayans, Chris Tucker, qui revient quand même, qui fait plaisir dans de films que Rush Hour. C'est quand même plutôt sympathique. Et donc voilà, je suis très très curieux. J'aime beaucoup Ben Affleck. Franchement, j'aime relativement tous ses films qu'il a réalisés. Et c'est une histoire, on connaît pas assez, pour moi, les dessous de comment ça s'est passé, la collaboration. Et donc voilà, très curieux de voir ce film, notamment avec un très beau casting et un bon réalisateur. Et du coup, on est quand même sur un film, on n'est pas sur un doc. Hein. Non, c'est film. Et surtout, j'aime beaucoup le choix j'aime beaucoup Jason Bateman, moi, pour la première fois que j'avais vu dans Hancock. Je connaissais pas trop cet acteur. Voilà, cet acteur qu'on voit, je trouve, pas assez. Voilà, très sous-côté, Jason Bateman. Ouais, il est très sous-côté. Il a sa fameuse série. Regarde Ozark. Voilà. Exactement. Regarde Arrested Development aussi. Ouais. C'est peut-être ça en fait, c'est qu'en fait ces séries phares, elles sont
elles sont assez sous-cotées finalement. Elles sont assez Ouais. sous-cotées, on n'en parle que, tu vois, entre nous, et c'est un acteur que j'aime beaucoup, très juste, donc voilà. Donc de le voir là, avec un très gros rôle, et toute l'histoire de Nike, et comment c'est passé, pas forcément bien. Avec C'est pas le rôle qu'il a dans Hancock. Hein, avec c'est l'agent de Will Smith dans dans Hancock là, donc il bosse pour Nike, et j'ai hâte de voir comment ça s'est passé, surtout avec Michael Jordan, parce que voilà, aujourd'hui c'est la star et on sait le succès que ça a eu, mais les dessous c'est toujours intéressant. Merci mon Genius. Plaisir. Je vais vous faire le reste de l'actu en bref. Quelques petites news, puisque The Rock est le nouveau garde du corps du Père Noël. Est-ce que vous avez vu ça passer Avec J.K. Simmons. Non, avec J.K. Simmons, Oui. Ah oui, tout à fait. oui. Dans le film Red One à venir en fin d'année sur Prime, donc The Rock jouera, vous le voyez là, le commandant Elf, Prends cette aux image, côtés elle est d'un fabuleuse. Père Noël interprété par J.K. Simmons. Cette image fabuleuse. C'est quand même complètement C'est quoi surréaliste. Au casting, on retrouvera Lucy Liu, entre autres. Lucy Liu. Voilà. Est-ce que c'est sur le papier un truc qui peut vous Ça a changé les gardiens. Ça a les gardiens, changé. ça a changé. C'est hein. vrai qu'ils ont repris les Le costumes. plan, ça c'est les gardiens, vraiment. Moi qui hein. n'aime pas les films de Noël, là tu te Ouais, dis. c'est vrai qu'il revient à ces films genre Fait malgré lui, tous les films j'avais familiaux qu'il complètement avait oublié fait ce en fait. film. Bah, moi j'ai cru que c'était ça. Ouais. Quand c'est le commandant fait, je me suis dit, oh c'est lui. Mais ce qui est assez drôle en fait, c'est que, alors effectivement, en garde du corps, ça paraît crédible, mais si vous regardez sur les réseaux sociaux, et on le voit un peu sur la photo, J.K. Simmons, il a aussi soulevé vachement de fonte avec Dwayne Johnson pour ce film-là, donc ça se trouve, ils vont faire des bras de fer, ça va être assez fou. Un over the top version 2023 Et Père Noël. Régalerait, hein. et Père Noël. Autre news, une news Star Wars, puisque la prochaine série Star Wars, Skeleton Crew, serait a priori un Goonies de l'espace. Le tournage de la série donc sur Disney+, avec Jude Law en rôle titre, est terminé. Et on rappelle donc que c'est une série qui est réalisée par John Watts et scénarisée par Christopher Ford. C'est le duo qui est derrière Spider-Man Homecoming. Ouais, John Watts qui a dit qu'après, il n'avait plus le temps pour Marvel d'ailleurs. Ouais. Enfin, le 4 Fantastique. C'est pour ça. C'est pour ça. Et donc c'est une série qui serait à l'opposé de Andor, hein, puisque là on s'attend à un ton beaucoup plus familial où on suivra une bande de gamins d'une dizaine d'années qui cherchent à rentrer sur leur planète. Est-ce qu'on est... Ça s'appelle E.T. Ça s'appelle Ouais. presque E.T. Ouais, c'est un Stranger Things chez Star Wars. j'ai Ouais, l'impression, C'est un quand peu même. ça. Il a changé le projet, hein, parce que quand ça a annoncé, il disait justement que c'était un truc, une série avec des enfants, mais qui serait pas forcément destinée aux gosses et que le ton serait mature. Là, tel que tu me le vends, je peux mettre mon gamin de 10 ans devant, tranquille, on y va quoi. A priori oui, et surtout ça devait être dans l'Ancienne République, et finalement ça se passe après le retour du Jedi, donc entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Ouais. Voilà. C'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'ils peuvent encore ramener des personnages, mais au moins s'ils font un peu comme sur les séries Marvel, qu'ils ont des tons très différents, qu'ils arrivent vraiment à se renouveler, bah, sur le papier, pourquoi pas. Après, à voir, parce que John Watts n'est pas le plus grand réalisateur du monde, hein, on l'a vu. Ça. On aime bien ses Spider-Man, mais c'est pas forcément lui qu'on aime bien dans les Je sais Spider-Man. pas si c'est ce qu'on attend de Star Wars aujourd'hui. Avec tous les projets, etc. En ça termes peut de se ton, je parle. Ouais. Ça peut se tenter. En vrai, ça peut se tenter. Donc, Ça se trouve, ce sera les Ewoks 3, on sait pas. Les Ewoks 3. La colonie du Crétacé des Ewoks. Du coup, c'est assez- ouais. Autre news, après Game of Thrones, HBO bat de nouveaux records avec la série The Last of Us. Est-ce que vous Tellement savez mérité. que The Last of Us est la plus forte croissance d'audience en semaine 2 pour une série dramatique originale de HBO dans l'histoire de HBO? Ouais, Bah, c'est beau. mérité. C'est beau. C'est mérité. Jeu Rien à mérité dire. et Rien à les dire. séries méritées. Après. Vous avez Et vu c'est le deuxième meilleur démarrage aussi pour un premier épisode depuis 13 ans, il me semble, depuis Boardwalk Empire. Et c'est le deuxième meilleur démarrage après House of the Dragon, je crois. Ouais. Donc Ah ouais, c'est pas mal. C'est beau, c'est bien. C'est mérité parce que les gens qui connaissent pas la série, qui connaissent pas le jeu, mangent très bien. Et d'ailleurs, c'est leur avis que je trouve assez spectaculaire parce qu'avec des trucs post-apo et de survie, t'as déjà le marché est énormément saturé. Et en fait, eux, ils mettent en avant l'interprétation, la photographie qui est juste folle. Et comme vous tous, je pense ici sur le plateau, pour ceux qui ont fait le jeu, t'es toujours bluffé de la manière dont des petits plans, des éléments du jeu qui n'étaient pas forcément hyper développés, je parle notamment de l'origine de l'infection, sont super bien amenés dans la série. Je trouve ça smart de fou. Donc, Justement, je disais, moi, j'ai pas fait le jeu. Je sais, ça surprend les gens. Je n'ai Ah jamais... j'ai jamais fait le jeu. Ouais. Ah, Je suis sur Game One. C'est honteux. ok. C'est honteux. l'escroc, c'est étonnant. Escroc. Et ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. J'avoue. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et moi, je suis fan. J'ai été conquis d'avance parce que je suis fan des films post-apo, un peu zombies. Et c'est vrai que j'ai vu que le premier, j'ai pas eu le deuxième. C'est vrai que c'est fabuleux. C'est génialement joué. L'ambiance est juste grandiose.
choses. Et oui, ça a eu un impact, c'est Panta qui nous disait, ça a eu un impact sur la vente des jeux. Il y a eu une croissance de 200%. 238%. 238%, Plus de 238% de ventes sur le premier jeu. Ouais. Sinon. C'est sur un marché précis, non? C'est pas sur le marché américain ou pas anglais? Anglais, marché Marché américain, anglais. ouais. Ah, ouais. Et sinon, j'ai quelques chiffres. Donc, le deuxième épisode de The Last of Us a attiré 5,7 millions de téléspectateurs américains. Ça fait une hausse de 22% par rapport au pilote. Donc, en gros, Bouche à oreille. le pilote, c'était 4,7 millions le premier jour. 10 millions en 2 jours. Et là, on est à 18 millions en plus 7. Et moi, je pense que c'est justement ce dont on parlait, le fait que les 4,5 millions du premier épisode, c'est majoritairement les fans du jeu. Ouais. Et en fait, les autres ont regardé, je pense, moi le premier. Bouche à Comme oreille. Moi, j'ai regardé au bout de partout, 3-4 jours, parce qu'en fait, déjà, il était très long, l'épisode 1, et puis je me Ah bah, suis dit, t'as pas fini, hein. je vais le regarder. Et c'est vrai que là, quand tu vois l'épisode 1, que tu connais pas le jeu, t'as envie de voir la suite très vite. Donc forcément, en fait, la hausse, elle s'explique, je pense, aussi parce que même les néophytes ont été conquis et ont accroché immédiatement. Complètement. Et quand tu finis l'épisode 2, t'as envie de voir le 3. Exactement, dans une semaine. Toujours. Regardez, oui. en fait, juste que les gens, là, nous, on regarde par semaine. Il y a aussi plein de gens qui aiment bien attendre que 9 épisodes soient là. Si. C'est Et vrai. ils sont nombreux, ces gens-là. Ça va C'est encore vrai. gonfler les chiffres dans quoi, un mois et demi, du coup? Un mois et demi. Ça finit mi-mars, il y a 9 semaine épisodes. encore cette semaine. Toujours Last of Us, on va parler un petit peu de Bella Ramsey qui a failli refuser le rôle de Ellie. Donc j'ai une petite citation d'une interview d'elle dans le Hollywood Reporter, je vous la lis tout de suite. J'ai réellement envisagé l'option de ne pas vouloir être célèbre et donc de ne pas participer à ce projet, car je savais que The Last of Us allait me propulser à un endroit où je ne peux pas aller en termes de visibilité et de notoriété. J'aime me fondre dans la masse. Ah, surtout qu'elle a, elle a quand même bien mangé. Dès que, Ouais. quand oui. le casting était annoncé, c'est elle qui a pris la première, c'est Plein la gueule, hein. ce qui était abusé. Elle a pris beaucoup. Hein. Bon, Ouais, en déjà, plus, parce que les- ça endure. Je pense qu'elle va en ressortir hyper endurcie, un peu comme son personnage. Elle va devenir comme son personnage alors- de Game of Thrones, en fait. C'est très drôle parce que le profil recherché, c'était, je cite, de Druckmann et de Greg Mazin. Coriace, vulnérable et mature malgré son jeune âge, mais ayant aussi un penchant naturel pour la violence. Voilà. Ça lui va très Et bien. un jour, ils ont regardé Game of Thrones, ils ont fait « Oh, mais dis donc !» Non, mais il faut lâcher la veste de Bella Ramsey, en fait, sur Ouais. sur Oui. cette histoire. Moi, j'étais le premier à dire que oui, physiquement, c'est pas Ellie, et ça dénotait, parce qu'en fait, concrètement, comme c'est le deuxième personnage principal personnage principal de la série, quand t'as un Pedro Pascal qui est grimé à la Joël et Bella Ramsey à côté, qu'on essaie de grimer à la Ellie, mais qui physiquement ne lui ressemble pas, je peux comprendre. Mais en soi, le plus important, c'est l'acting. Et moi, le seul bémol de l'épisode 1, c'est que je trouvais qu'on la voyait pas beaucoup pour pouvoir juger. J'ai vu l'épisode 2, je lâchais la veste de Bella Ramsey. Ouais. On a un sondage, dites-nous sur le chat si vous trouvez qu'elle est validée, si c'est bof ou si vous n'aimez pas la prestation. Moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a des petites différences physiques, mais comme toute interprétation live d'un personnage fantastique. Elle n'a pas un rôle imaginez. simple à jouer, mais Par contre, l'intonation de la voix et l'intention, Ouais. c'est Le incroyable. regard, elle a pas un rôle simple à Vraiment, jouer. c'est du Jouer jeu, Ellie, hein. c'est pas simple. Hein. Donc, Parce que c'est quand même pris des remarques au-delà de Oui, de la la ressemblance. différence Ouais. physique Juste, entre le oui, voilà. personnage et l'actrice. c'est ça. Sur le physique, non, mais des remarques ignobles, déplacées, Bah, et enfin, très, parce très qu'elle limite était, en plus. bah, Ah oui, oui. selon des critères de beauté de je ne sais qui. plus que limite. Elle s'est pris des trucs ignobles alors qu'elle est quand même censée jouer une gamine de 14 ans. Donc on peut peut-être éviter de Voilà, le sexualiser une limite gamine de était là. 14 ans, Ouais, ouais. selon vos critères de Même beauté. une longue gamine. Pardon. Donc bon, elle s'en est vraiment mangé plein la tronche et je pense que ça va l'endurcir effectivement comme tu disais. Et je pense qu'elle a fait fermer pas mal de bouches depuis Eh ben, écoute, les en 2 tout premiers cas, épisodes. sur tous les gens qui nous regardent sur ce sondage, donc Bella Ramsey en Ellie, c'est validé à 75%. Bien. Donc, Vous avez bien raison. Et de toute façon, Ouais. il y a un très bon exemple en fait sur le côté entre la ressemblance et l'interprétation, c'est le rôle de Steve Jobs, qui a été joué d'un côté par Ashton Kutcher, qui ressemble un petit peu à Steve Jobs, Ouais. mais c'était très fade, et Michael Fassbender, qui ne lui ressemblait pas du tout. Sauf à la fin. Ouais, sur la fin, en fait, Sur la fin. il y arrive, mais sans Ouais. maquillage, et qui pourtant est bien meilleur parce qu'il incarne vraiment Steve Jobs sans être le mec qui lui ressemble le plus. En fait, la ressemblance, évidemment, s'il lui ressemble et qu'il est bon, genre type Pedro Pascal, Mhm. bah, c'est parfait. Mais si tu choisis juste la meilleure actrice pour jouer le rôle de Ellie, et apparemment c'est le cas, bah ouais, foutez-lui la paix. Et je citerai Denis Saint-Laurent Podalides aussi. pour La Conquête. Qui ne ressemble pas Ah du oui, tout à je croyais Sarkozy. que tu voulais le- je crois que tu voulais le citer. Ah, ressemble pas à Ellie non qui- plus, hein. Bah, C'est oui, ça. mais il ressemble pas et il est bon. Dernière news, je vous propose de se regarder un petit trailer et on revient dessus juste Oh. après. On your knees. Okay, chop it off. Chop it off. Let's do it.
thinking there are probably sharper stairs somewhere else. We're thieves, but we help the wrong person steal the wrong thing and unleash the greatest evil the world has ever known. The Red Wizards created an army of the undead. Sounds lovely. Quite the opposite. I know I was being ironic. I find irony is a blade that cuts he who wields it most especially. You're not a lot of fun, are you? How are we gonna pull this off? We're gonna need a team. You need cool air. Follow me to the orifice. Back to school air. The orifice? I'll go last. Let's go. I don't mind that. He missed. No, that's not good. Aren't you sick of failing? We could die. There's worse things than dying. I lost everything that ever mattered to me. And if we quit now, that's for nothing. I don't want to see you die, which is why I'm going to leave the room. This ends now. The bridge is protected by an ancient trap. We must not trigger the mechanism. I may have triggered the mechanism. So, sorry. Au cinéma le 12 avril, le nouveau film Donjons et Dragons, baptisé L'honneur des voleurs, réalisé par Jonathan Goldstein 12. Oui, c'est vrai, c'est un réalisateur de série. Hein, c'est, voilà. Je suis En fait, désolé, c'est qu'il y a 11 Il y a 11 homonymes mecs avant lui. avant. Vraiment. Donc on verra au casting, vous l'avez vu, Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant ou Régé Jean Page. On dit comme ça Reggae. Reggae Jean Tu Page. dis bien. Oh là là. Donc une nouvelle adaptation du célèbre jeu de rôle après plusieurs tentatives que je qualifierais d'abominablement ratées. Pas ouf, mais Avec Jeremy Irons, c'était ça Ouais, entre Ouais, autres. qu'on entre embrasse. autres. Ah, putain, Non, ça- 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 qui s'en est bien remis. hein. C'est la famille. Bah, oui. T'embrasses aussi. Hein. Ouais. Du coup, voilà un film d'Heroic Fantasy, mais avec plutôt un biais humoristique. Moi, c'est un truc que je pourrais facilement Bah oui. apprécier si c'était des gens modernes qui rentraient dans cet univers comme des joueurs. Sauf comme ce qu'on appelle un isekai, si vous regardez quelques animés ou lisez des mangas. Mais là, c'est peut-être pas le cas. Donc, ce mélange de tons avec du Led Zepp en fond, Il y a une- ça dit quoi Il y a autour une du plateau? vibe très, surtout sur la fin, le gag de fin, il y a une vibe très Thor Ragnarok. Ouais, j'allais dire. C'est en fait des grands guerriers qui font que des conneries. Pour résumer en quelques mots. Il y a un peu de Willow qui est sorti récemment sur Disney+. J'aurais Ah, peut-être aimé que ce soit juste un casting qu'avec des gens frais et pas nous ressortir Michel Rodriguez ou Chris Pine en mode un peu cheveux blancs, etc. Je sais pas quoi penser de ce film. J'irai le voir, mais je sais pas quoi en penser. Genius, c'est un truc qui te botte un peu ou pas du tout? Alors, bot, c'est un bien grand mot, mais le côté. le Ah, côté. t'es fan de Jeremy Irons. En même temps, il y de Jeremy Irons. Moi, je suis fan de Jeremy Il y avait Irons. un jeu de mots sur bot aventure. Bot qui était très bien, aventure, tu elle est l'as belle, raté. elle est belle. Mais Ouais. le côté du comment un peu plus second degré, humour, si ça avait été un truc sérieux, Eric Fantasy, ça m'aurait fait chier. En plus, tu m'as dit que c'était celui qui avait réalisé Vive les vacances et Game Night, deux films que j'avais plutôt bien aimés, qui étaient assez sympathiques. Donc, je suis ok chaud. Megan, ce Jumanji médiéval. Oh là Oh, la patate chaude. C'est un peu ça. Ouais. C'est son meilleur argument. C'est un peu ça. Mais Jumanji, lequel Le dernier avec The Rock encore. Ah oui, bah, Ah c'est ouais. pas une c'est une patate Ouais, chaude. bah, c'est Ouais, pas ouais. son meilleur argument du coup. pas mal, Bah du franchement, je sais vraiment pas quoi en penser. Parce que le côté un peu humoristique, puis même avec des acteurs qu'on ressort, moi ça me dérange pas tant que ça. Tant qu'ils sont bons et qu'ils s'éclatent. Et Ouais. qu'on sent qu'ils s'éclatent. Notamment Hugh Grant, moi j'aime bien quand voilà, il se prend pas la tête. Après, bon, voilà, je sais vraiment c'est pas quoi ok, en penser. Si j'ai le temps au ciné, j'irai peut-être le voir, sinon j'attendrai en VOD, mais c'est pas ma plus grosse c'est attente de pas une 2023. priorité. Clairement. On en reparlera bien sûr au printemps prochain puisque ça sort le 12 avril. Voilà, si vous voulez plus d'informations, que ce soit ciné ou série, n'hésitez pas à aller sur la rubrique news de allociné.fr. En attendant, nous, on enchaîne avec le côté sur côté. Et je me tourne vers Monsieur Norman Genius, qui est venu avec ce qu'on appelle un unpopular opinion.
Et quel est-il? Je conduis une voiture. La coccinelle à Monte je ne Carlo. serai jamais avec toi en voiture. Le mime, j'ai pas le permis. Vache. La coccinelle Oui, à Monte la Carlo, tu coccinelle. vas pas attaquer ce film-là, s'il te plaît. Oui, il Bizarre, sa caisse, hein. fallait trouver. Alors, j'ai trouvé. C'est une automatique. Ouais, un sujet de conversation sympathique. Je vais parler de la licence, de la saga Fast and Furious. Et j'ai dit, voilà, j'ai stipulé. Entendu à la rédac. Devant témoin. Devant témoin, mais la sœur à côté, à ma gauche, Mon était- oreille saigne d'avance. vas-y. Oui, ma sœur à côté est avec moi. J'ai dit que mon préféré. Presque avec moi. J'ai dit que mon préféré. Oui, t'entraînes déjà, vers le fond. alors déjà, c'est vraiment choisir. Non, notre- t'as pas dit comme ça. T'as dit, Non. T'as dit, Ah ouais, t'as caméra pas sur dit moi, comme ça. caméra sur moi, s'il vous plaît. Voilà. Bon, oui, d'accord, oui. Vas-y. Oui. T'as dit Tokyo Drift Oui. est le meilleur de la saga Fast and Furious. Oui, c'est vrai. mais Non, mais c'est vrai. Ah, mais assume. Non, mais c'est vrai. C'est moins facile devant la caméra, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. T'en as vu qu'un seul, du coup. Non, j'en ai vu 5. Combien 5 j'en ai vu? Mais Ah, t'as même pas tout vu? Non, Mais j'ai t'as pas vu le 5 et le 7. Parce que tu dirais j'ai pas vu ça. 5 et 7. T'as pas vu- Attends, t'as vu le dernier le dernier au Brésil, C'est le 5. C'est le 5. Et le 7, c'est celui avec Statham qui arrive. T'as vu le tout dernier ou pas? Surtout. Non, j'ai pas eu le tout dernier. T'as vu celui dans l'espace? Alors, J'en ai vu 5. Voilà. pour le coup, déjà. J'annonce qu'il va y avoir un sondage qui va pop dans le chat tout de suite. Et sur YouTube, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire directement. N'hésitez pas à taguer Norman aussi. Sachant que j'ai trouvé un exemple, mais bon, la saga Fast and Furious, pour moi, évidemment, c'est pas fou de base. Le sondage est lancé. Tokyo Drift, le meilleur Fast and Furious. Oui, de fou. Oui. Ou oh là là, la vie désastreuse. Oui, il y a du plus un dans Il le chat. n'y a pas de juste milieu en Il n'y a plus. pas de juste milieu. Ah ouais. Là, c'est vraiment faut trancher. Alors, Avec juste cette fameuse vanne qui est la plus grande vanne du film, on l'appelle DK. Tu sais pourquoi? Et l'autre, il dit Donkey Kong. Voilà, c'est tout. En fait, c'est Drift King. et c'est une blague. Alors, Alors, je sais pas si c'est le meilleur argument pour vendre le ouais. film, Moi, c'est quoi mais Cet argument est-il le meilleur argument? s'il vous plaît, Tokyo Drift est le meilleur des Fast and Furious. Pourquoi? J'aime l'ambiance, le fait que ça se passe à Tokyo, c'est plutôt cool. J'aime le fait qu'on voit pas Vin Diesel, mais c'est un vrai argument. Un petit peu, on voit un petit peu vers la fin. Il y a, comment il s'appelle, qu'on aime bien, quand on a parlé, l'acteur. Clovis Cornillac. qu'on aime. Les brigades du tigre de Voilà, Tokyo Drift. j'aime certaines scènes, je trouve que ça fait cliché, mais plus assumé que les autres. En gros, c'est plus, entre parenthèses, second degré que les autres Fast and Furious, où c'est très pris au sérieux. Moi, le film, niveau ambiance, C'est plus Burnout que Need for Speed. c'est Oui. plus Burnout que Need for Speed, pour ceux qui connaissent. Oui, bon, comme d'habitude, évidemment. C'est vrai. Mais parce que ça devait être un DTV, en fait. On parlait de c'est ça. Vin Diesel, c'est qu'en fait, le caméo de Vin Diesel à la fin, qui du coup après relance la suite de la franchise, c'est ce qui a empêché le film de sortir directement en vidéo. Sinon, c'était vraiment un film que, en plus, à l'époque, c'était 2006, en vidéo, c'est-à-dire que tu le voyais pas beaucoup en France. Ouais, mais tu vois, j'aime ce côté un petit peu plus léger et plus. En fait, j'ai trouvé beaucoup plus fun et j'ai passé un bien meilleur moment devant ce film que devant les autres Fast and Furious. Le sondage n'est pas terminé, juste à titre d'info, pour l'instant, 64% du chat est avec toi. Ah. Et ben, aussi c'est la avec famille. Mégane, parce que Mégane, tu es d'accord avec cette. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur Fast and Furious de la saga. Après, moi, j'avoue, j'ai une grande tendresse pour les 3 premiers Fast and Furious. Oui. Pour moi, c'est les meilleurs, tout simplement, de la saga. Même si je sais que, par exemple, que le Too Fast, Too Furious est très décrié, mais en fait, le côté très bling bling à Miami, très clip des années 2000 qu'on aurait pu, enfin c'est un truc qu'on aurait pu limite voir sur Trace TV ou MTV Hits. Non mais vraiment Ouais. c'est très ancré dans les années 2000, mais je trouve que c'est un charme fou et que il y a un côté effectivement très décalé, en fait un mélange entre on se prend un peu au sérieux Pas du tout. et en même temps pas vraiment. Et puis le duo Paul Walker Tyrese marche très bien dans le 2. Ouais, dans le premier avec Vin Diesel, et forcément ça marche très bien aussi. Et là, ce que j'aime bien avec Tokyo Drift, c'est qu'on change totalement d'univers, on change même carrément totalement de pays. Ça amène aussi une plongée dans une toute autre culture, dans le drift à Tokyo. Et la BO est trop cool. Enfin, je suis désolée, mais la BO, enfin la musique de Teriyaki Boys, quand je l'entends, il y a pas de problème. Enfin, ça part tout de suite. Donc, je trouve que le Tokyo Drift est très intéressant. Ça change. Effectivement, il y a une bonne ambiance. Au niveau des couleurs, de la scénographie, il y a des bonnes idées. La nuit, tout le truc, toutes les scènes dans le parking et tout, je trouve ça très sympa. Donc, je dirais pas que c'est le meilleur.
Mais je pense que c'est un bon Fast and Furious. Et après, voilà, ce n'est que mon avis, mais je préfère les 3 premiers. Je préfère les origines quoi, de Fast and Furious. Là, tous les nouveaux là, qui dans l'espace et tout, machin, faut arrêter. Quoi. Elle a dit des paysans. Désolée. Des paysans, c'est vraiment aussi le mot. Voilà. Ce qui te plaît dans ce film-là. Je me tourne vers vous, Nanix et Max. Nanix n'a pas trop pris la parole encore. Il fulmine. C'est l'histoire d'un gros dur, mais qui a des fêlures sur ses néons. Déjà, alors, Tokyo Drift, j'ai énormément mal avec ce film parce que là où je rejoins Megan, c'est que j'ai une tendresse pour les 2 premiers. Attends, mais le drift, c'est le combienième? C'est le 3e. C'est bien le 3e. En plus, si on est très technique, chronologiquement, c'est pas en 3e. On doit le regarder. C'est le problème, d'ailleurs, il y a eu un petit souci parce qu'avec ce qui se passe à la fin du 3, il avait fallu un petit peu réécrire quelques éléments pour la suite. Donc ce film, au-delà de pas être franchement très bon, il a aussi posé de gros problèmes de chronologie et de cohérence pour l'histoire de la licence. Est-ce qu'on demande vraiment énormément de cohérence à Fast and Furious? Non, je pense que là, t'as une pelote à détricoter, ça va être long. L'espace. Je suis désolée, la cohérence, c'est vraiment plus le critère principal. C'est sûr. Mais excusez-moi, c'est quand même qu'un argument de plus pour moi dans mon jardin. Voilà. Non, mais surtout le héros Osef, zéro charisme. T'arrives pas à t'attacher à lui. En plus, le scénar, parce qu'on parle beaucoup des scénars de Fast and Furious qui sont globalement tous absents. Ben alors celui-là, je fais n'importe quoi. Bon, pour éviter la prison et quand même pour me punir, je vais au Japon quoi. Ok, super. Ouais, ça c'est vrai que c'est. Mais non, mais justement, je trouve que c'est ça qui est génial dans le film, c'est qu'on se moque de ce personnage qui est censé être le héros. Donc on se moque un peu quand même de l'américain de base. Ouais. Et c'est justement toute la plongée dans l'univers du drift à Tokyo qui est très intéressant. Et pour moi, c'est les personnages secondaires qui sont cool. Faut se rappeler que les 2 premiers, c'est quand même l'histoire d'un flic sous couverture. C'est Point Break. Et l'espèce de rédemption d'un flic sous couverture dans le deuxième. Il arrive à conduire joli. Johan revient bientôt, je me chauffe. Voilà. Belle, hein. Là, bah alors, c'est génial. franchement, quand le film arrive, mais franchement, je pense que je vais laisser la parole à Max, mais je pense que le plus gros problème de ce film, c'est que vraiment, le héros, j'en ai rien à foutre de la première minute à la dernière. C'est-à-dire que tous les autres persos autour de lui sont intéressants, et encore tous, c'est un bien grand mot. Mais alors, puis l'histoire, à part les voitures et le drift, franchement, le reste, tout acheté. Il revient le héros dans la saga après? On le revoit vite fait dans le 9. Dans le 9, en fait, il vient boire une bière et puis en fait, ils ont besoin de lui pour. Et il fait un drift en arrivant. Non, parce qu'en fait, il est déjà dans le jardin en fait en train de se servir parce qu'il a rien d'autre à faire, mais c'est lui après qui les aide en fait à aller dans l'espace. Je trouve que c'est un bouffon dans Tokyo Drift. Dans l'espace. Oui. Le fameux. Je trouve que c'est un bouffon dans Tokyo Drift et quand on le revoit dans le 9, il a encore ce rôle de. Oui, mais c'est le faux héros, justement. Après, là où je me ferai l'avocat du diable par rapport à Nanix, en fait, c'est que si jamais on doit commencer à pointer du doigt toutes les raisons pour lesquelles les personnages font des choses dans Fast and Furious, tu n'en sors pas parce que c'est vraiment une aberration sur aberration. À l'inverse, par contre, moi, les Fast and Furious 1, 2, 3 jusqu'à 4, je suis pas fan. Effectivement, le 3 est à ce côté Japon qui sort un peu du lot, mais moi, le 2, je trouve ça imbuvable. Enfin, je l'ai vu au cinéma en plus. Il est Qu'est-ce que c'est fait cette horreur, rire. La BO est trop cool. Mais on est vraiment à fond dans le délire de tuning, quoi. Ah oui, mais je sais. Faut vraiment le prendre second degré. Et le 3 là-dessus, le 2 vraiment que j'avais détesté. Je préfère un peu plus finalement quand ça devient un peu plus des gros films d'action avec ce que ça a de négatif. Enfin, ce côté un peu débile finalement. Quand Dwayne Johnson vient pour coller des baffes à Vin Diesel qui doit lui arriver là. C'est vraiment Jean-Claude Duss à côté de Dwayne Johnson. Donc ouais, après, je comprends que le film soit aimé, le Tokyo Drift, parce que justement, il apporte un petit truc un petit peu nouveau. Et puis, c'est surtout le premier film de Justin Lin dans la saga qui est pas le meilleur réalisateur, parce qu'il y a eu James Wan entre-temps qui a montré qu'il savait tenir une caméra dans le set. Mais Justin Lin, c'est un des réalisateurs emblématiques de la franchise. Il a fait quand même des trucs pas dégueulasses, je pense notamment à Fast and Furious 5. Ouais. Bon, il s'est barré de Fast and Furious 10 parce que apparemment Vin Diesel était de plus en plus incontrôlable. Un producteur, réalisateur, acteur relou. Voilà, et puis qui se prend beaucoup trop au sérieux, là où les autres films ont au moins l'intelligence. Enfin, même d'autres parties du film ont l'intelligence de pas trop se prendre au sérieux. Enfin, quand tu regardes Fast and Furious 9, t'as d'un côté Shakespeare avec Vin Diesel et de l'autre côté tous ses potes qui, on dirait un cartoon et qui eux-mêmes se disent c'est bizarre, à chaque fois il nous arrive des trucs, on se fait tirer dessus, on meurt pas, tu vois, ils reconnaissent qu'il y a des trucs qui vont pas. Donc ouais, Tokyo Drift a un côté un peu rigolo et peut-être que la saga ce qu'elle est aujourd'hui en fait c'est parce que Tokyo Drift a un peu marché que du coup maintenant ils vont dans tous les pays du monde comme dans des James Bond ou des Missions Impossibles. Donc, alors, je suis pas d'accord sur le côté c'est le meilleur. Enfin, c'est pas mon préféré du tout. Mais je comprends déjà. Mais je comprends qu'on puisse l'aimer, qu'on puisse le juger beaucoup plus important qu'il ne l'est
alors qu'il devait être un DTV, comme on disait tout à l'heure. Très C'est content. un sous-côté, c'est pas le meilleur, Non. mais c'est un C'est ça, Fast voilà. and Furious sous-côté. On te reconnaît ça, Genius. Moi, je vais conclure Oh. avec ma grande connaissance de la saga, vous le savez, t'en as parce vu que j'ai combien vu le premier il y a 6 mois. Yes. Que mon Fast and Furious préféré, c'est Point Break, que j'ai lu cette, Bah oui, bien sûr. cette phrase dans le chat. Ah. Merci, parce que c'est vraiment mon avis aussi. Ah bah, le 1, c'est vraiment, je pense qu'ils l'ont pas caché, c'est vraiment Point Break dans le milieu du tuning. Voilà. Je suis bien content de ce côté sur côté. Je suis bien content. On s'attaque au gros morceau de la journée Allez, Ah, c'est pas ça et de la semaine. Les avis de Genius. Ouais, c'est pas ça. On est parti pour le gros débrief de Avatar 2. Petite mise en contexte, Avatar 2, est-ce que c'est un succès mérité? Avatar 2, La Voix de l'eau de James Cameron, événement ciné de la fin d'année dernière, a engrangé plus de 2,27 milliards de dollars au box-office mondial, ce qui en fait le 6e au Hall of Fame. Est-ce que vous connaissez le top 5? le top 5, Avengers, le premier. le alors, premier- Ouais, il doit y avoir du lequel Avengers. Bah, le Endgame. Endgame. Endgame, Facile. il est deux. il est Infinity War. second, 2,69 milliards. Infinity War, Titanic et comment ça s'appelle? Il y a Avatar le Ah, premier. le premier Avatar, c'est ça. Je vais vous les faire dans l'ordre, ce sera plus Ah, simple. déjà, il en a 3 déjà. Lui. Le premier, je vais faire en remontant. Donc 6e, on l'a dit, c'est Avatar 2. Ouais. Ouais. 5e, Infinity War, Mhm. 2,05 milliards de dollars. Voilà. Ensuite, on a Star Wars 7 que vous avez oublié. Ah Star ouais Wars 7, Exact, 2,07 Ah bah oui. milliards. La reprise. Ah, ok. La reprise. Ensuite, on a Titanic, Voilà. 2,19. Ensuite, on a Endgame. Endgame. Et là, on passe de 2,19 à 2,79. Voilà. Ah la vache. Ça sont ressortis. Et Avatar 1 à 2,92. Il y a Ok, qui a ouais. bénéficié de la ressortie du film après, après le pour Covid, et en reprendre, Chine aussi, hein. etc. Ouais. Il est bon, il est bon, il est bon. Donc voilà, vous l'avez là Effectivement. sous les yeux. James Cameron, bankable, non? C'est le Bah, mec. James Cameron. Vite fait. Vite fait, non? Il a 3 films dans le top 10. Et en plus, il a fait une dizaine de films. En plus, là, c'est pas Woody Allen qui a fait 50 films, c'est que le Ouais. mec, il a fait peu de films, mais c'est souvent des cartons. Il est bon. Disney, Il est Disney bon. qui trust ce top 10. c'est incroyable. Du coup, ma question, c'est est-ce que ce succès est le marqueur d'un film réussi? Déjà, petit tour de table en une phrase. Et on va revenir un petit peu sur vos arguments. Mégane, on sait que t'es pas sensible au premier déjà. Mhm. Du coup, ce Avatar 2, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu l'as vu? Mais oui, je l'ai vu. J'ai quand même une conscience professionnelle. Je suis allée voir Avatar 2 aussi. Je suis allée le voir au ciné et j'ai même fait l'effort de revoir Avatar sur Disney+ avant d'aller voir le 2. Donc, quand même, Ah ouais, devoir fait Quand même. jusqu'à bout. jusqu'au bout. Voilà. Un gros devoir de 5 heures, du coup. Voilà, gros devoir de 5 heures. Hein. Ça fait ça fait mal. Hein. Ça Ah fait oui, mal. oui. Très studieuse. Que te dire La prof qui arrive. Ça commence mal, généralement. Elle veut donner la note, mais elle sait pas. Alors, faut vous dire. Je tiens à Que te je dire sais sans pas- insulte? Je sais pas ce qui dis, va arriver, mais ça sent pas très bon. Ouais. Non. On sait qu'à la base, Je dois te donner un mot. Spectacle. Spectacle. Mm. Ok. Genius. Oui, alors j'ai fait mes devoirs, moi aussi, cette fois-ci. J'ai- Rapidement, et après on revient dessus. hein. Je suis allé voir le matin même de la sortie avec Martin et Johan que j'embrasse. Alors, juste le mot, le bon mot. Vite fait. Franchement, à part les défauts, on en parlera. Émerveillé. Émerveillé. Ouais. Pour certains, Nanix. pour certains trucs. Famille. Famille. Parce que toi, c'est pareil. Le premier, t'étais On est, pas on est fan, plus hein. sur Fast and Furious. Ouais. Attends, ouais, famille. Japon, Tokyo. En deux. Et Max, du coup, Vu que le spectacle est déjà pris, je vais dire impressionnant. impressionnant. Donc on est quand même sur des descriptions et des qualificatifs plutôt positifs. Attention, Maintenant, on va Ça déjà. pourrait être impressionnant de bêtises, tu ne sais pas. La Déjà, famille, oh ça là. peut être dysfonctionnel aussi. Hein, donc, On a une petite vingtaine de minutes là pour en parler quand même hein, de Avatar. Ok. Avatar 2, La Voix de l'eau. Déjà, quelles sont les qualités principales de ce film d'après vous? Oh bah, Visuel, Ah ouais. technique, ce que je rejoins mon mot, c'est du grand spectacle. Après, ça me donne l'impression quand même dans un aquarium plus amélioré, avec des belles créatures, des peuples intéressants. C'est très beau, c'est magnifique. T'en prends plein la tête pendant 3 heures. C'est un film super beau. Ça, on peut pas lui retirer ça. Techniquement, il y a rien à dire. C'est nickel, c'est parfait. Donc c'est un très beau spectacle. Ça c'est sûr qu'on peut Max, pas. tu on veux peut pas tu veux le rajouter un truc? Bah oui, je comprends totalement que Megan il soit allé au cinéma malgré tes réticences et au-delà de la conscience professionnelle parce que c'est même moi qui suis pas très fan du premier, c'est un film avant même qu'il sorte, tu te dis si je vais pas le voir au cinéma, ah oui, alors ça. je pense que c'est vraiment l'un des Ouais. rares exemples et ça explique peut-être son succès après qu'il soit mérité ou pas, mais ça explique son succès aussi massif. C'est vraiment un film où le cinéma apporte un plus.
C'est vraiment, t'as l'impression d'être sous l'eau, dans un aquarium. T'as l'impression vraiment. Moi, il y a des moments, t'es en apnée, presque en te disant, vas-y. Bah oui, non mais c'est vrai. Je vous coupe une demi-seconde parce qu'un sondage vient d'être lancé. Et on vous demande donc Avatar 2, est-ce que c'est trop bien, est-ce que c'est bof, est-ce que c'est beau, mais un peu boring, ou est-ce que c'est pas bien, tout simplement. Pour l'instant, vous êtes plus de presque 50% à dire que c'est trop bien et 41% à dire que c'est beau, mais bon. Voilà. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Je trouve ça sublime. Je pense que visuellement, je pense que j'ai encore plus kiffé que le premier. Je pense que c'est les scènes sous-marines qui vraiment rajoutent un plus, une espèce de plus de poésie, mais après, c'est toujours écrit avec les pieds. C'est ça. Alors attendez, avant de faire les défauts, on continue les qualités. Genius. Oui, émerveillé. Moi, je te dis, je suis pas fan d'Avatar du tout. J'y allais parce que bon. C'est l'occasion de voir les copains, évidemment aussi. Au-delà que ce soit sublime, moi, c'est plus que ça. C'est que quand j'entendais le film à 10 ans d'avance et tout, ouais, je pense qu'il a même plus que ça. Les scènes en images de synthèse, pour moi, je n'avais jamais vu ça. La différence entre la réalité, du coup, image de synthèse et réalité, tu la vois pratiquement pas. C'est fabuleux. La scène de fin, et en plus je suis très sensible aux images par seconde, le fait qu'il soit en 48 de temps en temps. Alors, j'allais vous poser la question technique après. Moi je suis très très sensible à ça, le fait que ça passe des fois en 48. Je trouve des fois je retirais même mes lunettes, bon du coup je les remettais parce que c'était pas beau. Du coup, c'est flou. Je revenais pas vraiment de ce que j'avais devant les yeux, tellement c'était extraordinaire. Et je me suis dit, ça laisse rêveur pour notamment le cinéma et aussi les jeux vidéo qui utilisent cette technologie, mais on en parlera plus après. Beau mais boring qui fait un retour en force et qui gagne à 51% du sondage. Nanix, les qualités. Je crois que tout a été dit. Magnifique. Film qui, comme il y a 13 ans, t'oblige à aller au cinéma pour de bonnes raisons. On parle beaucoup d'images, on peut parler aussi de la qualité sonore du film. Les bruitages, etc. C'est juste somptueux. En plus, en 3D, quand tu vois un poisson qui se retourne, t'as envie de mettre ta main et toucher. Non, mais le rendu de la peau, le rendu du grain de la peau, moi, c'est ça qui m'a rendu dingue. C'est que j'étais en mode, bon, ceux qui avaient eu la chance, et que je connais, que vous connaissez aussi, je pense qu'il y a eu la chance de voir le film un peu en avance, etc. Et t'es en train de me dire, tu vas voir. Ceux qui disent que le film a encore 10 ans d'avance sur son temps, etc., est encore plus beau que le premier, ils n'exagèrent pas. J'étais en mode, ok, ça va être beau, mais calmez-vous. Et en fait, la première fois, donc, comme Genius, je l'ai vu le matin même de la sortie, j'étais en mode, waouh, mais en fait, dans ma bouche, comme toi. Sur le côté graphique, il n'y a rien à acheter dans le film en termes d'expression faciale, en termes de synchronisation. Tout, c'est parfait. Il n'y a pas d'erreur. On est d'accord que dans cette partie-là, je parle pas de scénar, etc. Non, vraiment les qualités. Les qualités. Petite question technique et on fera l'énumération de ce qui vous a dérangé. Il y a même un très dérangé. bon exemple de à quel point des fois c'est bluffant, c'est que vous voyez le personnage de Spider, le personnage le plus mal écrit du film. Mais des fois, non. Et donc c'est qu'en fait qui au milieu des navis est le seul à avoir la peau blanche. En fait, on a découvert après coup que l'acteur, dans certaines scènes, c'est de la performance capture. Ouais. C'est que tu ne vois pas la différence à l'œil nu. Alors qu'en général, tu vois, sur cette image-là, ça pourrait être de la performance capture. Je ne sais pas à 100% dans quelle scène. J'imagine que les scènes où il n'y a que lui à l'écran, c'est uniquement l'acteur. Et les scènes avec les navis, c'est de la performance capture parce que tu ne peux pas tourner, en fait, avoir deux niveaux de Peter Jackson l'a fait il y a 20 ans. Oui, mais c'était plus. Je pense que là, comme en fait tout se tournait dans un hangar, en fait, dans des fonds bleus, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de faire ça plutôt que de tourner deux fois les mêmes scènes. Et franchement, c'est un truc, tu te dis, il y a vraiment un rendu, même si que t'aimes ou t'aimes pas après l'esthétique globale, ça c'est une autre question. Mais le rendu, c'est incroyable par rapport à certains blockbusters où ces dernières années, on a vu des effets spéciaux pas top, on a appris les conditions de travail, tout ça. Là, tu te dis, au moins, ça a pris des années. Mais on voit pourquoi. Voilà, c'est qu'au moins, il y a une vraie raison de le voir en salle parce que le mec se fout pas de toi. Il te dit, je vais vous montrer un vrai spectacle. Après, voilà, il faut rentrer dedans ou pas. Tu vois les 500 millions, tu te dis, ils ont bien été dépensés. D'ailleurs, il y a un truc, c'est que tout le monde parlait à la sortie de la pandémie de Tenet, comme le Sauveur ou le James Bond peut-être, et au final, c'est Avatar 2 qui réussit ce pari fou de faire revenir les gens en salle, mais pas forcément pour Avatar. C'est-à-dire que la machine cinéma, on a vu qu'il y a eu un petit retour d'affluence en salle. Il y a salle. Top Gun, hein. Top Gun, ça a bien Il vidé bénéficie d'une sacrée année Avatar. Tu démarres l'année avec The Batman, tu la termines avec Avatar de la Voix de l'eau. Au milieu Top Gun. Au milieu Top Gun, cet été Bullet Train. Enfin, je veux dire, t'étais bien en termes de cinéma de blockbuster, je pense, cette année. Alors du coup, Genius en parlait tout à l'heure, ce fameux 48 FPS, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que quand les scènes étaient plus posées, on restait en image normale, donc 24 au cinéma.
Quand l'action avait besoin d'une fluidité supérieure, on passait en 48. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a posé problème à l'œil ou est-ce que c'était transparent? Au début un peu. Au début, ça fait très jeu vidéo. En plus, tout est en image de synthèse, donc forcément, ça accentue ce rendu. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où t'as un peu un mouvement de recul en disant, tes yeux ont du mal à suivre. Ouais. Moi, en fait, quand je vais voir le film le mercredi matin, j'avais pas du tout calculé qu'il y avait le HFR, donc le fameux high frame rate. À un moment donné, je vois que la scène qui accélère d'un coup, l'action qui accélère d'un coup, je fais waouh, c'est moi ou je suis seul à voir ça? Au bout de la 3e fois, j'ai lu les lunettes, je fais ah, mais c'est. Et je vois, je suis pas le seul dans la salle à faire ça en mode waouh, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça m'a surpris. Au 2e visionnage, j'ai trouvé ça, ça passait, tu vois. Mais c'est vrai que sur le moment, ça m'a un peu surpris. Ça, c'est pas négatif en soi, tu vois, mais c'est surprenant, je trouve. Il y a des gens que j'ai vu se plaindre sur les réseaux sociaux, comme quoi ils avaient l'impression que quand on sortait du 48, on avait une sensation de lag, comme sur certains jeux vidéo ou comme ça. Ouais. Mégane, toi qui es joueuse aussi, c'est un truc que tu as pu ressentir? Comment c'est plutôt dans le sens inverse. Moi, je rejoins Max. C'est vrai que la première fois, l'accélération, t'es là, ok. Qu'est-ce que se passe? C'est pour avoir plus de séances, en fait, ils accélèrent le film. C'est bon, là, dans 2 heures, on est sorti. Le cul, hein. C'est 3 heures en une, tu sais. Mais au final, après la première, je trouve qu'on s'habitue quand même assez vite parce que t'as l'impression qu'il y a une sorte de chapitrage quand même, que c'est bien séquencé et que c'est bien dosé dans le film. Donc bon, c'est pas si dérangeant que ça. Et puis c'est vrai que les scènes sont tellement longues que un petit coup d'accélérateur parfois, ça fait pas de mal. Est-ce que le film ferait 4 heures sinon? Sinon, Genius, que voient vos yeux d'elfe? Ouais, moi je remarque ça très souvent, les images par seconde. Moi j'en suis très très sensible à ça. Et notamment, on va pas spoiler, mais la scène de fin, qui est une des scènes les plus extraordinaires d'action que j'ai vues de ma vie, où limite quand c'est en 48 FPS, t'as l'impression d'être devant un doc National Geographic. T'as l'impression d'être devant le truc, c'est fabuleux. Après je suis d'accord, ça peut gêner au début, tu dis... Tiens, c'est perturbant. Et ça fait très, du coup, jeux vidéo. Il y avait des scènes on dirait des scènes de Call of Duty. Tu sais, mais surtout qu'ils ont peut-être manqué de pédagogie là-dessus, parce que quand le premier Avatar était sorti, donc ils mettaient beaucoup en avant la 3D, et ils avaient organisé, notamment sur Paris, en fait, pendant une après-midi, toutes les demi-heures, en fait, tu pouvais aller gratuitement voir 3 séquences d'Avatar en 3D. J'ai participé, mes lunettes ont claqué au milieu de la séance, c'était pas très drôle. Bien, t'as vu flou. Mais au moins, tu vois, je voyais vert en plus. Mais au moins, tu vois, ils mettaient en avant le côté, la 3D, c'est vraiment la technologie de pointe. Là, pour le HFR, j'espérais qu'ils allaient faire pareil pour un peu éduquer, pour dire, voilà, vous allez voir, ce film-là, la révolution technologique, même si c'est pas le premier à le faire, ça va être le HFR qui va être utilisé massivement. On rappelle le Hobbit de Peter Jackson. Oui, ou même le film Gemini Man avec Will Smith, et son double de lui jeune, qui vraiment est l'un des films qui a le plus été exploité en HFR en France. Il y a vraiment eu un effort là-dessus. Et je pense qu'ils auraient peut-être dû faire ça, en fait. Soit présenter la bande-annonce en HFR, soit présenter des extraits en HFR, en disant, voilà, ça va être ça la nouvelle technologie. Pour faire la diff tout d'un coup. Ouais, voilà, pour qu'on évite ce mouvement de recul et le côté, comme tu dis, des gens qui se demandent ce qui se passe, en fait. Moi, j'avais vu ça indiqué, je me dis, ok, des fois, t'as écrit Dolby, etc. Bon, oui, tu penses que c'est le son, presque. Voilà, ça doit être le son, exactement, c'est le son, etc. D'un coup, ils sont à dos d'animaux et... Ça accélère, je vois. C'est Benny Hill, en fait. Un mec appuie sur le bouton. Mais ça va avec les scènes. Encore une fois, ça va avec les scènes. C'est vrai que dans les scènes, un peu, ça dénote vraiment. Quand tu n'es pas prêt, et que tu sais pas ce que c'est, ça fait bizarre. Après, comme l'enrobage est toujours des images de synthèse, donc on n'est pas dans du réel. Oui, c'est pas si choquant que ça. C'est peut-être moins choquant que... Parce que le HFR, sur le Hobbit, je me souviens qu'on voyait beaucoup plus tous les trucages et les effets dégueu, un peu, hein. Entre le costume réel filmé, le grain de la peau, mais derrière, le maquillage, on voyait tout. Surtout sur les nains en plus, qui étaient tous vraiment avec beaucoup de prothèses, tu voyais que ça. Pour que même toi tu défendes pas l'Hobbit. Ah non, le Hobbit, oui, le Hobbit n'existe pas. Juste pour vous dire, on a posé la question sur Twitter en début de journée pour savoir justement ce que les gens avaient pensé de Avatar 2. En gros, la majeure partie des réponses va dans le sens de ce que vous nous dites depuis le début, à savoir c'est beau, mais c'est long. Le scénario n'est pas forcément génial. Voilà, on voit cet avis, par exemple, qui passe à l'écran. Ça me permet d'avoir une transition, bien sûr, puisque vous mourrez d'envie de parler de ce qui vous a gêné. Et on va commencer par Mégane, puisqu'on sait qu'elle est fan et de James Cameron et du premier Avatar. En fait, c'est même pas très fun parce que c'est les mêmes défauts que dans Avatar 1, enfin dans le premier. Moi, ce qui me fait vraiment défaut, c'est l'intrigue.
Enfin, c'est même pas tant l'intrigue, parce qu'on peut avoir une histoire qui est assez simple. Si elle est mal faite, si elle est mal écrite, ça casse tout. Et là, c'est encore le même problème dans Avatar, La Voix de l'eau, c'est que l'intrigue est un peu écrite avec les pieds. Et moi, ce qui m'a vraiment... pas fait mal au cœur, parce que du coup, j'ai aucune attache avec Avatar, mais ce qui m'a un peu peiné quand même... Enfin, c'est triste quand tu vois un aussi beau spectacle, de se dire que c'est gâché. Enfin, gâché, non, pas l'expérience n'est pas gâchée, mais... Tu te dis, c'est tellement dommage d'avoir des personnages si peu exploités, si stéréotypés, et on est en train vraiment de retourner en arrière. En fait, j'ai l'impression que ce film, en fait, c'est très paradoxal. Oui. C'est un film tellement futuriste sur sa technologie, sur ses effets visuels, et c'est un film tellement arriéré sur son histoire, sur ses personnages. Un peu. C'est vraiment dommage, quoi. Parce que, moi, l'exemple frappant, c'est quand même Neytiri, qui était un personnage plutôt sympa dans le premier, faut l'avouer. Et là, elle est reléguée au second, troisième plan. C'est la femme d'eux. C'est exactement ça. Et elle se réveille un peu enfin pour aller sauver ses gosses à la fin du film. Quel quoi. réveil aussi. Hein. Comment ? Quel réveil aussi. Hein. Oui, non, mais alors, je suis d'accord, super réveil. Mais enfin bon, mais avant ça, voilà. elle était capable de se réveiller bien avant quand même. 3h12. Ouais, 3h12. Non, mais enfin, voilà, même le personnage de Kate Winslet, tellement pas développé, c'est tellement dommage. L'alchimie entre les enfants passe plutôt pas mal, ça va. Après, Max, tu le disais tout à l'heure, le personnage de Spider... Alors, Spider, c'est ce personnage très qui n'est pas un très navi. agaçant. J'écrase pas les araignées, mais là. Toujours un masque. Il se prend pour un navi, quoi. Enfin, mais c'est Mowgli. Enfin, oui, c'est Mowgli, c'est Mowgli. Mais moi, je comprends pas ses motivations et il y en a aucune. Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça On du sait début pas. à la fin. Il est rebellé, il est comme Renault. On sait pas. Puis d'un coup, il va suivre l'autre colonel. J'ai plus son nom. Il change de camp. J'ai plus son nom. Puis après, il revient. Hop, finalement, je vous aide. Hop, puis finalement, je retourne avec l'autre parce que figure paternelle. Alors ça aussi, tous les messages ultra paternalistes, militaristes, tous ces trucs-là. C'est plombant, hein. C'est vraiment très plombant. Moi, je trouve que le 2 manque beaucoup plus de finesse que le premier. Oui, Absolument. paradoxalement, alors que le méchant était déjà très 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 mal écrit, c'était vraiment un degré de finesse qui est en dessous de zéro. Et moi, ce qui me dérange aussi, au-delà de tout ce que Megan a bien résumé, en fait, c'est vrai que moi, c'est un film, en fait, je me suis à la fois pas ennuyé, alors que 3h12, tu peux vite voir le temps passer, mais j'ai pas été captivé, même s'il y a des super scènes. C'est vrai que la scène, le combat final est hyper impressionnant. Mais surtout, j'ai eu l'impression de voir un épisode de transition. Et tu dis, on a déjà eu un long épisode d'introduction dans le premier. Là, on a un épisode de transition vers le 3, le 4 et le 5. Enfin, à un moment, parce faut avancer, que quand même. tout ce qui se passe dans le film 2, donc on a zoomé sur la cellule familiale, on n'est plus sur un conflit planétaire. Et quoi qu'il se passe là, il y a toujours le peuple de la forêt, il y a toujours une terraformation telle qu'elle nous est présentée des humains, et ça, c'est pas du tout les enjeux du film. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a ça, et nous, on se concentre sur une pêche à la baleine, en fait. Mais dans ce cas-là, caricature, fais-le en 2h10. C'est ça, en fait, c'est à la reproche. C'est un Moby Dick. C'est à la ça. Non, mais exactement. Salut et bon vent. Après, c'est vrai que vous parliez que c'est super beau, que l'univers est splendide. J'ai moins pris une claque, alors techniquement si, mais j'ai moins pris une claque sur la création de monde que dans le premier. Dans le premier, j'ai trouvé qu'il y avait des véritables imaginations avec un schéma d'évolution très, très particulier, avec ses 4 yeux, les membranes, etc. Et là, j'ai eu l'impression de voir des copier-coller des créatures marines qu'on aura sur Terre. Une baleine, un requin, des méduses. Alors que dans la forêt, etc., c'est sûr, vous allez me dire, bah oui, mais il y avait des chevaux, des rhinocéros et des panthères. Ouais. Mais je trouve qu'il y avait quand même un travail général un peu plus inventif que juste des skins de la Terre. Même le nouveau peuple, c'est des Maoris. Enfin, mais ce que dit Max, en fait, je pense, c'est parce que aussi tout ce qui se passe dans l'eau, en fait, ça touche peut-être plus de gens. On est plus, comme j'ai dit, émerveillés. Du coup, on a l'impression d'être plus transportés. Mais je pense, comme tu dis, c'est l'effet aquarium. Hein. C'est l'effet aquarium. En fait, il y a moins de création, mais comme ça se passe dans l'eau et qu'il y a des scènes magnifiques, peut-être que ça touche plus. Mais oui, c'est peut-être moins recherché. Par contre, personnellement, je dois faire une déclaration solennelle. Oui. Je suis membre officiel du fan club de Touk. Ah, je crois que t'es de Spider. Non, c'est la petite fille. En fait, il y a des trucs que je trouve vraiment très justes avec elle. C'est quand ils arrivent sur l'atoll, donc au moment du peuple, de la rencontre avec ce nouveau peuple de l'eau. Il y a évidemment le père, la mère, grand frère, grande sœur, enfin tout le monde qui porte les bagages, etc. Ils disent bonjour. Et on a juste la petite fille derrière qui est en train de faire du trampoline parce qu'en fait le sol est comme un truc de catamaran, donc élastique. Et c'est juste au fond comme ça.
et je trouve que c'est vraiment des subtilités de. Enfin, tu te dis forcément, il a eu des filles, il sait ce que faire. Il y a eu des enfants, je trouve qu'il y a ce truc-là. Et tout le long, c'est un des personnages que j'ai trouvé le plus intéressant, le plus réaliste. Touchant, Mais globalement, les enfants, ils ont des archétypes d'ados qu'on voit dans plein de films, plein de séries. Je l'avais déjà dit, mais moi, les ados au cinéma me crispent beaucoup parce que ils sont chiants à mourir et puis on est toujours sur le même plan où ils vont faire une connerie, ça va déterminer le scénario. Oups. Oups, la Terre est en danger, mais c'est un petit peu de ma faute et je peux pas réparer. Oh, comment on fait ? J'en peux plus. Là, au moins, c'est peut-être pour moi l'un des plus du film, c'est que le film est tourne beaucoup autour de la notion de la famille, tourne beaucoup autour d'eux, et je trouve que c'est peut-être les ados les moins chiants que j'ai vu au cinéma ces derniers temps, même si en vrai t'as la nana rebelle, t'as le bon fils de famille, la nana rebelle, n'importe quoi, la fille qui se cherche, le bon fils de famille, le vilain petit canard, etc. Mais même dans des stéréotypes de personnages qu'on a déjà vus, je trouve ça ok. Et là, c'est le seul plus que je vais mettre sur le côté écriture. Après, le scénario, il est aussi simple. Je te coupe, il y a quand même des symboliques comme celle des réfugiés climatiques oui, t'as plein de choses. Ou écologiquement qui sont beaucoup plus en phase avec ce qu'on vit aujourd'hui, qui n'étaient pas dans le premier. Enfin, il y a quand même des choses tout n'est pas acheté avec l'eau de la marée. En fait, le truc, c'est que par rapport au premier, je trouve qu'il y a des personnages qui sont mieux écrits, des thèmes qui sont un peu mieux abordés. Après, ce qui embête un peu, c'est que déjà, le personnage de Jake Sully m'énervait dans le premier, c'est encore pire dans le deuxième. Neytiri, elle énerve, alors que vraiment, faut... James Cameron ne nous écoutera pas, mais pour les 3, 4, 5, enfin pour la suite, il faut vraiment miser sur ce personnage, puisque Jack s'est foutu. Le colonel, qui était vraiment une caricature du méchant, là on essaye de lui créer un comportement un peu complexe. Je sais pas si ça vous a convaincu. Moi, il m'a régalé. Moi, il m'a régalé. Ça m'a fait ni chaud ni froid. En mode, ok, il est là. En fait, le truc, c'est qu'il peut pas être aussi méchant dans le premier, parce qu'en méchant, littéralement, il veut tuer, il tue, etc. Là, il peut tuer à plusieurs reprises. Puis non, finalement... Oui, mais c'est pas le même. Oui, c'est la mémoire de l'autre, mais pas avec tout, pas avec la fin et tout. Pas de problème. Mais tu passes d'un film, il y a quand même 13 ans de différence entre les deux, où vraiment, t'as le côté caricatural du méchant, et de l'autre, où c'est pas devenu un béni-oui, mais... tu peux pas tuer en masse et garder le même caractère que le personnage, parce que le clone garde le même caractère, et notamment les aptitudes physiques, et derrière être en mode finalement juste brûler les habitations, mais tuer personne, quoi. J'ai trouvé ça fait partie des nombreuses incohérences qu'il peut y avoir. Moi, globalement, voilà, pour trancher et finir là-dessus, en tout cas pour ma part, le premier, vous savez ce que j'aimais pas, vous savez pourquoi j'ai mis des tirs à James Cameron par rapport à ce qu'il a pu dire sur les personnages de blockbuster. Au final, dans ce 2, les défauts qu'il reproche à certains films, je les vois. Par contre, quand c'est un peu mieux réalisé, quand c'est un peu mieux écrit, et je vois très bien ce qu'il veut dire. Enfin, je comprends l'épisode de transition en ayant vu le film, du coup 2 fois. Je trouve ça très beau, mais au-delà de la beauté, j'ai pas passé un mauvais moment dans le sens où tout ce qui touche à la famille, en plus, je suis papa, ça me touche. Maintenant, va falloir faire plus. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont indiqués, et Spider, je trouve, est le personnage qui représente bien toutes les incohérences un peu qu'il y a dans... En fait, tu sens que dans le film, James Cameron, il veut t'emmener d'un côté, puis c'est pas, puis t'emmène d'un autre, puis c'est pas. Et au final, le film s'arrête d'une façon, il y a cette trame-là que vous connaissez, les Sully, il y a peut-être une autre trame qui va se faire avec des plans qui sont... je veux dire, si vraiment on vous attrape par la main en disant, faut que tu regardes ça, parce que ça va être important pour les autres films, tu vois, ça c'est une future intrigue potentielle. Voilà, tu sais à peu près maintenant sur quoi il veut t'emmener. Le 3 peut vraiment faire basculer la franchise du côté positif dans l'écriture. Mais là, le deuxième... C'est un scénario simple comme le premier, et je dis juste... Presque simpliste. Ouais, presque simpliste. Moi, je trouve moins bon que celui du premier. Un petit peu mieux écrit dans les personnages. Pas dans l'histoire, dans les personnages. Un scénario faible, mais bien maquillé. Franchement, les enfants sauvent tout. Je suis d'accord avec toi. Si tu ramènes Kate Winslet dans le casting, elle fait lui un vrai rôle. Mais pareil, c'est Sigourney Weaver qui revient pour pas grand-chose. Mais vraiment, Jake Sully... Sachant que les 2 films, même si c'est pas forcément lui le personnage serait bien qu'il meure dans le 3. Dans les 2. Je sais pas s'il meurt, mais par contre, ce sera plus lui le narrateur, ça a été officiel, officialisé. Ouais. Mais ça encore, j'aime bien cette idée que il s'est passé 13 ans et que finalement, ses valeurs, en fait, ce qu'il incarne, finalement, ce soit presque du passé. Autant Neytiri, c'est mal foutu, autant lui, il y a quelque chose d'intéressant. C'est un soldat dans le premier, et là, il veut mais justement, du coup, cet Avatar 2, si on résume, scénario faible. C'est un énorme spectacle. C'est sans doute quelque chose qu'on vous conseille d'aller voir au cinéma. Oui. Mais ça aurait pu être un blockbuster plus intelligent.
Ouais, mais avec plus une court. caractérisation Avec des mieux moments Je sais faite. pas si je dirais plus intelligent, mais plus travaillé en tout cas. travaillé. Ça, c'est sûr. Au final, il fait le job. Enfin, j'ai vraiment détesté le premier. Je trouve que le 2 est quand même, pour plein de raisons, bien meilleur que le premier. Ah, moi, je préfère le premier, tu vois. Ah ouais. Et le colonel, moi, je l'ai bien aimé, en fait. Alors, c'est caricature, c'est scénario Hollywood Night. Hein. Le gros bras, la spider, etc. J'aurais Comme pas dit- l'expression visage, tout ce qui est visage en expression, c'est tellement bien fait. J'ai adoré le côté vraiment, souvent, ce second degré du colonel. Moi, il m'a plu. Mais en fait, oui, c'est un scénario faible, il y a des défauts, mais il y a quand même il y a des grands moments dans ce film. Quand même. C'est Et encore. juste, le 3, il est déjà tourné, alors, c'est ça? Oui, il sort c'est ça. dans 2 ans. Ah ouais. Voilà. Bon, très bien. Et on Ouais. verra Patience. un nouveau peuple Navi, apparemment Ouais. des Navis qui seraient pas forcément très gentils. Non. Le D'accord. peuple Voilà, du le feu. peuple du Qui est feu, un ouais. peu Ils seront c'est un peu rouges. caricatural, c'est un peu la vanne que tout le monde a faite de le seront prochain c'est le rouge feu et orangé, après du coup. c'est la terre et apparemment Ouais. ça va vraiment être ça. C'est c'est vraiment Captain- Avatar le dernier maître de l'air en fait. Voilà, C'est c'est ça. il est en Ah, train de et faire ça. le colonel, c'est Captain Planet, quoi. Enfin, tu vois, non, mais je veux dire, il y a la Terre après, mec, c'est quoi? Avatar Bon. 2, la voix de l'eau, toujours dispo au cinéma. Allez vous faire un avis, c'est encore le mieux. Oui, c'est clair. Un avis. Ah, Oh joli. oui, en effet. Alors non. Mais si. Allez vous faire un Alors avis. dire non. oui, dit comme ça c'est naze. Mais Ah ben non, finalement, non. Ah bah non, finalement, non. Et pourtant, tu vois, sortir ça comme ça, tranquillement, Ouais. c'est une marque Non, de talent. c'était bien. Ouais. C'est Voilà. voilà. Ouais, non, parce que Voilà. finalement, c'est ça le génie. C'est la Par chez liaison, la fautive, les liaisons dangereuses, hein, les fameuses. Ouais. Oh. Je vous propose d'enchaîner sans transition pour le coup avec une petite sélection des grosses sorties à venir ciné et séries. C'est le moment du quiz. Et on va se faire ça à travers une petite série d'énigmes. Mégane, elle va être trop forte. T'occupes des ciné-séries, elle va être trop forte, C'est Mégane. un quiz individuel, mais sachez que Ça tous les points dépend, que marquera Max quelle seront fois également on les prend points. le quiz. Non mais ça va, on n'est pas là pour compter les points. Par point, mais on en reparlera C'est après. que de l'actu, il y a rien Faut de. prendre le buzzer. Prenez les buzzers. Je rappelle que quand ça buzz d'un côté, ça empêche de buzzer de l'autre. C'est solo ou par équipe? C'est solo. Ok. C'est solo, Mais mais avec Max. C'est surtout une façon sympathique de parler des sorties. Oh. C'est joli. Voilà, donc il y aura, Mégane, des anagrammes. Ah, évidemment. Putain, par contre, si Yo. je me foire. Il y aura des rébus. Il y aura Des des. rébus Tiens, on va demander comment il va, Paul, en cette année 2023. Bonne année, bonjour, ça va très bien. C'est un pote, il y a 3 réponses. C'était vraiment un test pour voir s'il était derrière son micro et s'il était vraiment en régie. On ne dira plus rien, il y avait 3 phrases. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des choses qui sont. Il y a des résumés qui sont faits par ChatGPT? Ouais, j'ai un peu travaillé avec des IA qui sont plus ou moins performantes, ce qui fait que le jeu est drôle. Ah ouais, d'accord. Donc il y a des résumés, il y a des énigmes, il y a des images aussi faites par des IA. À voir ce que ça donne et à voir si vous allez trouver. Alors, il y a des choses qui sont complètement capillotractées, il y a des choses qui sont hyper évidentes. C'est pour ça que je vous dis, voilà, on est là surtout pour parler après des sorties en elles-mêmes. Et ça commence par un jeu que Genius aime beaucoup, puisque c'est un casting. Oh, Ah, ça régale, ça. Oh, alors c'est Menro et. ah putain, j'ai vu la dernière. Bah oui, c'est le nouveau Astérix. C'est le nouveau Astérix. Sachant qu'il faut reconnaître Gaston Bide dans le Voilà. film, même moi qui le savais, je me suis dit, Ah ouais ça devait pas être Ouais, Gaston alors- Bide, et en fait c'est lui. Ah, tu On l'as peut vu remettre l'image là, s'il vous plaît? Je l'ai vu, ouais. Terrible. Juste, voilà, on va la remettre. J'avais Pierre Richard, mais c'est ça que je Voilà. voilà. dedans. Tu peux nous dire qui fait quoi? Donc Pierre Richard joue Panoramix, Ok. Audrey Lamy joue Bonne Mine, donc la femme du chef qui est jouée lui par Jérôme Commandeur, et Franck Gastambide il joue le pirate Barbe Rouge, Ouais. mais il Ah a oui, des fausses c'est dents, vrai. ce qui fait que ça change son phrasé, sa façon de parler, et que vraiment quand j'ai vu la scène et que je me suis dit, Il est mais attends, mais ça méconnaissable. devait pas être Gastambide dans le film, et en fait au bout d'une minute je fais, ah si, en fait c'est lui. Il est méconnaissable. Non. Donc voilà, c'est 3 des nombreux acteurs du film qui étaient tous à l'avant-première. Ils n'arrivent même pas à rentrer dans le cadre des photos. Du coup, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, sorti le 1er février. Donc vous l'avez vu? Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on conseille aux gens d'y aller? Vous pouvez en parler. Alors, c'est je où sais des pas, je crois NDA? pas qu'il y a un embargo, donc je sais pas trop. On va Non, prendre les des gens- pincettes. les gens sont tweetés, C'est un, je crois, c'est un film très familial. Alors, c'est pas daté d'une bande dessinée, mais il y a ce qu'ils appellent un album illustré qui va sortir, donc qui reprend un peu l'histoire, alors pas sous forme de case de BD, mais sous forme de grands dessins avec à la fois les looks des personnages clés de Astérix et des personnages qui ressemblent un petit peu aux nouveaux venus. Je pense notamment à Jonathan Cohen, qui est, pour schématiser, qui est un peu le Jamel de Mission Cléopâtre. C'est vraiment la valeur ajoutée. Et en fait, tu te rends compte à quel point Jonathan Cohen est un bon acteur de comédie et à quel point il bonifie ses partenaires. C'est-à-dire que je trouve que le rythme de la comédie est meilleur quand il est dedans que quand il n'est pas là. C'est le meilleur.
Ouais. Rapidement, sinon, donc, est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on conseille? Regarde, revoyez Mission Cléopâtre, par pitié. On est plus sur du Mission Cléopâtre de ce côté-là. Moi, j'aurais envie de le voir. Toi, t'as envie de le voir? Bah oui. Mégane? Jonathan Cohen, t'aimes bien? Bah oui, j'aime bien Astérix Obélix, mais c'est vrai que j'ai une grosse tendresse pour Mission Cléopâtre. Il restera Mais après, je suis quand même curieuse. Je pense que le plus bel argument, c'est Jonathan Cohen. Attention à l'écriture du film, elle est très fine, avec des références à la chanson française, au film, etc. Et moi, j'étais du côté avec les enfants, etc. Ils comprenaient pas forcément les vannes à double sens. Donc, c'est un film familial, oui, pas vraiment. Et rapidement, juste, je suis très curieux de voir la prestation de Lelouch en tant que. Qui est une énorme surprise. Ouais, vraiment, il est super, c'est ce que Ted nous avait dit, parce que Ted a un tout petit rôle dans le film. Et c'est vrai que la première scène, tu te dis, elle sonne un peu faux. On a l'impression qu'il veut faire du deux par Dieu. Et en fait, non, ça marche très très bien. C'est vraiment le truc auquel personne ne croyait. Et c'est assez unanime en plus sur ça. Deuxième énigme, je vous propose cette fois le résumé d'une œuvre, résumé par une IA, comme si c'était un enfant de 5 ans qui parlait. Il y a un monsieur qui porte un masque et qui est un chasseur de primes. Oui, du coup, je vous laisse aller. Il voyage dans l'espace et rencontre des méchants et des gentils. Il doit protéger un petit garçon qui est très spécial. Ils ont des aventures et combattent des robots ensemble. C'est surtout la fin. Une histoire qui est très amusante, c'est la Mandalorian saison 3. C'est The Mandalorian saison 3. Ah, c'est pas que des films. Non, il y a des séries aussi. Ah ouais, d'accord. Ouais, Mandalorian saison 3. Encore, ça existe encore ça. C'est qu'on l'attend. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr. Je rigole. Bon, après, voilà, ceux qui n'ont pas vu la fin de Boba Fett. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Regardez les épisodes 7 et 8. Ouais, et même le 9 en vrai. Oui, même le 9. Il n'y avait pas moins d'épisodes que ça dans Boba Fett? Non, 7. C'est en ressent, je crois. 7, 8, 9. Ok. Ouais. De Boba Ça va Fett. être trop bien. Pour On revoit comprendre. Grogu. Donc le retour de Grogu, etc. Ouais. Est-ce que tu as rattrapé? C'est l'année de Jenny Pedro Pascal. Pas du tout. Mais honte sur toi, mec. Ça se regarde vite. Attendez. T'abuses. Ça se regarde vite si tu veux. Mais Attendez. À chaque fois, c'était un pétard mouillé. Faut regarder. Qu'est-ce qui est mieux, Andorre ou Mandalorian? On me dit qu'Andorre, c'est le chef-d'œuvre. Andorre est bien pareil. mieux. Alors, je vais pas regarder les deux. Je vous dis tout de suite. Bref, faut regarder les deux. Conseillez-moi Oui, les Andorre. deux. Il faut choisir. Les deux. Donc, Non, Je choisirai. Je vais pas regarder les deux. Si tu veux être à jour, faut que tu regardes Mandalorian. Parce que Andorre, oui. pour l'instant, la saison 2, elle est pas prévue pour tout de suite. Donc, On regarde la menace prochaine série, ça va être ça. Si tu veux des enjeux forts, ça sera Andorre. Si tu veux un côté Du spectacle, et Mandalorian. un petit côté western dans l'espace, tu regardes Mandalorian. Je vais rattraper un Bien résumé. hein. je vous propose d'enchaîner directement avec une autre image faite par une IA. Oh. Wednesday, la saison 2. Non. Alors ce n'est pas le Non, c'est jusqu'où pas ce qu'on je l'ai. cherche. Scream 6. Ouais, Scream Et c'est Ah Scream ouais. 6. Mais il est Bien trop joué, fort. Max. Personne l'a eu. Pourquoi? Parce que le premier teaser, en fait, c'est un extrait qui se passe dans le métro et en fait, où tu as plein de personnes déguisées, parce que ça se passe, je pense, au moment d'Halloween. Et dedans, il y a quelqu'un déguisé en Freddy Krueger, notamment. Il y a un clin d'œil. Et il y a beaucoup de gens déguisés en Ghostface, le tueur de Scream, dont le vrai. Et il y a aussi Il y a donc l'actrice et il y a Jenna Jenna Ortega, bien sûr. Jenna Ortega qui jouait Wednesday. Wednesday. Quoi, les gars J'avais dit que ce serait capillotracté. Non, mais les Et gars. qui peut-être va faire décoller le box-office du film, parce qu'il y a eu Wednesday depuis la sortie de Scream 5, parce qu'elle jouait déjà dedans. Peut-être que... Scream 6, vous l'attendez? Je suis curieux de voir. Ils avaient un truc très différent, donc je suis très curieux de voir si ça va vraiment être le cas. Mégane? J'étais très mitigée devant Scream 5, très honnêtement. Mais là, le fait que on a l'impression de voir un mini reboot parce qu'on on décale totalement l'action. Il n'y a plus Neve Campbell? Je l'ai pas vu nulle part. Normalement, elle n'est non. pas là. Officiellement, elle n'est pas là. T'imagines si c'est la tueuse? Ce serait bien. Je sais pas, vu la bande-annonce, ça fait un peu secte quand même. Secte qui voit un culte à Ghostface. Ce qui serait un peu la. En fait, il y avait une fausse fin du 2 qui avait été mise en ligne pour éviter des fuites, et c'était en fait le twist était tous les personnages secondaires étaient les tueurs. Ce qui était super. Mais je sais pas s'ils vont le faire. Et par contre, Neve Campbell, la tueuse, à la fois ce serait énorme, et à la fois ça n'a aucun sens parce que tu dis à chaque fois, en fait, elle s'éloigne et elle revient pour se battre. Ouais, le 5 était pas. J'avais pas kiffé le 5. Après, les codes de Scream semblent changer dans le 6, donc je suis pas hypé, je l'attends pas particulièrement, mais j'irai le voir. Un truc qui est à voir, en fait, c'est que donc, le film se passe à New York, qui est une ville qui est pas une petite ville comme Woodsboro, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc où tu peux te faire tuer assez facilement sans que personne ne réagisse. Et c'est notamment la scène du métro dont on parlait. Donc, je suis assez curieux de voir comment vraiment ils vont exploiter la ville de New York. Scream 6 qui sort le 8 mars en France. On enchaîne avec une énigme faite par une IA. Oh. Je suis un tueur professionnel, mais je ne suis pas un criminel. J'ai une raison de me venger, mais je ne suis pas fou. John Wick 4. John Wick 4. Bien joué. Là, je vous ai régalé là. Joli. Je suis un tueur, mais pas. Chapitre 4, sorti le 22 mars. On l'attend, monsieur Genius? On l'attend. Moi, tu me demandes si j'attends. C'est un des films que j'attends le plus. Excuse-nous, Vincent Avec Cassel. Attends, John Wick 4 pour moi, c'est.
Pour moi, c'est un orgasme d'action. Oula. Non, mais, non, mais attention. Ce sera sur l'affiche. Ouais, Ce sera marqué pour sur moi, l'affiche. John Genius. Wick, pour moi, c'est chef-d'œuvre film d'action. J'attends. En plus, il y a des petites scènes évidemment à Paris, donc j'attends ça comme un fou. Image suivante. Ouais, personne, il y a que moi qui demande. Là, il y a que moi. Non, moi je me Non, fais non, la- t'es pas je me tout fais seul, l'affiche t'es avec pas le tout seul. commentaire normal. Attention, l'image suivante a été faite par une IA. Ah, oui, purée. Super Mario Bros. Le film. Le Ah, 5 c'est- avril en France, monsieur dames. C'était pas dur. Et là, c'était Scream 8. Et en live action, finalement, hein, Ouais. C'est pas un mal. côté Hein. steampunk Est-ce en que Chris plus. Pratt est pas mieux comme ça? Avec, Et avec peut-être- le retour du film des années 90, a priori, Non. qui Bah, arrive bah, en... ce sera les 30 ans en fait, donc C'est il ça. ressort en vidéo. Ah, non, Bah, non, en tout quoi, cas, non. moi, tout ce que je sais, c'est que je vais le regarder en VF. Oui, Ah, et oui. ce qui est rare finalement pour des films d'animation. Mais Le film Mario, donc en VF du côté de Ah oui, Megan, hein, ça, on a c'est vu. sûr et certain. Twitter est avec toi, de ce pense. que j'ai pu voir. quoique, parce ouais. qu'en fait, en même temps, il y a Seth Rogen qui fait Donkey Kong, donc qui va peut-être rigoler avec son rire bien gras, et j'avoue que ça fait quand même tout le charme La de Seth Rogen. Ah ouais, mais désolé, mais toute la bande-annonce en VF est parfaite. Toutes les voix sont nickel. Chris Pratt, non, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut switcher pendant le film Il n'y a pas une Au possibilité de cinéma switcher Ouais. Au entre cinéma VF et dès qu'il y a Donkey Kong, tu remets Tu VO. peux dans certains jeux. Comme dans certains jeux, ouais, où tu pouvais faire mettre ça. la version en VF. Mais non, tu me parles pas du film avec Bob Hopkins et les Guizimo. Si, ça Faut revient. enterrer ce film. Et Faut Denis l'oublier. Hopper. Et Denis Mais il Hopper. n'existe pas. Il n'existe pas. Vous allez voir des éditions de vidéos qui vont Comme le ressortir. Hobbit, ça n'existe Vous pas. serez Super Mario. Je suis presque convaincu de le voir en VF. Presque. Pourquoi Mais presque pourquoi presque? Parce que je suis un fervent défenseur de la VO, quoi qu'il arrive. Même Oui, mais si- je Mais comprends moi l'argument aussi, là-dessus. moi aussi, Je mais là, je pense qu'à part Chris Pratt, tout le reste de la VO est ok. Bah, ouais. Mais quand tu regardes la bande-annonce en VF, c'est le personnage ça principal. te met. De toute façon, la VF te met une claque. On va le voir deux fois. on Même, verra même, pour VO, même mais- aux pour États-Unis, comparer. Oui. même quand la première bande-annonce est sortie Oui, aux ils États-Unis, disent que ils la faisaient VF est des mieux. comparaisons et ils disaient Ouais. bah, la VF c'est quand même mieux que Chris Pratt. Ce qui est quand même assez rare qu'ils se foutent pas de notre gueule. C'est un- ouais. En vrai, ce qu'ils ont l'air d'avoir réussi, c'est que je pense que ça va parler même au-delà des fans de Nintendo. Ah oui, Ah, oui, c'est c'est sûr. un C'est animé. Illumination, on c'est sait que sûr. c'est un Ça. studio qui est solide, ils ont fait les millions et tout. Tu vois l'humour, oui. ne serait-ce que les pingouins, c'est un humour qui parle à tout le monde. Ouais. Mais moi, j'en parlais quand on préparait l'émission avec Paul. C'est à chaque trailer, à chaque teaser, j'ai au moins eu un vrai rire, pas juste un, Ouais. voilà, un vrai, tu vois vraiment, j'ai pas pouffé. Il est bon ton. Ah ouais, je suis d'accord. Et puis on parlait de beauté, le film, enfin, Ça a l'air c'est très beau, beau. ça a l'air d'être Ça a l'air très, très magnifique. beau. Ah ouais, franchement. Super Mario Bros le film 5 avril. On enchaîne avec un rébut fait par une IA. encore. Régale ce jeu-là. Hein. Oula, attends, j'ai même pas. Non, Les trois mousquetaires. j'avais appuyé Les- avant. Je me suis arrêté à les trois. Mousquetaires, les trois mousquetaires. Et c'est Attends, tout c'est à dans fait l'ordre ça. Les trois mousquetaires, donc partie 1. Ah oui, les trois. Et les deux films sont en 2023. Ouais. Ouais, mais la première partie c'est le 5 avril, la deuxième ce sera En- après les 6 premiers mois, donc on Oui, en c'est parlera vrai. à notre émission de rentrée, Tout à fait. si tout va bien. Du coup, les trois mousquetaires, plus gros budget de l'histoire du cinéma français, je crois. Ah ouais Je suis pas sûr. Je Devant pense la que série c'est Star, encore devant respecté Olympique, aux Jeux Olympiques. Ah, il y a toujours En ça. fait, là, ce qui fait baisser la note, en fait, c'est que c'est un budget global, mais pour les deux films. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, chaque Ah, film coûte à peu oui. près dans les 30 millions d'euros, ce qui Ça passe quoi. ce qui est pas énorme. Et ce qui, justement, limite aussi le risque, parce que c'est des films comme ça, il faut arriver à les rentabiliser. Même si là, ils ont le côté... c'est que enfin, un grand nouvelle adaptation, donc ça veut dire que potentiellement les seniors ça va les intéresser aussi, les scolaires peuvent aussi parce que moi j'avais étudié les trois mousquetaires au collège, donc bah, forcément peut-être que ça va aussi jouer là-dessus, ça sort juste avant les vacances du mois d'avril, donc je pense que l'investissement va être rentabilisé, mais c'est bien de faire des films ambitieux comme ça avec Ouais, des c'est castings aussi On avait beaux. regardé les Jeux Olympiques, c'est 90 millions. On va, C'est ça. on va accélérer. Oui. On va accélérer un petit peu le rythme histoire de tous les faire. Le casting XXL, les trois mousquetaires, donc a sorti prévu pour le 5 De toute avril. façon, en 2023, le cinéma français est soit dans Astérix, soit dans les trois mousquetaires, à part Vincent Cassel Ouais, qui a fait les deux. j'avoue. Et de vraies ambitions internationales, là, je pense, avec ce Ouais. mousquetaire. Bah, bien ça sûr. fait deux gros blockbusters, Attends, Pierre- trois du coup. Cardinal, il est dans un des deux ou pas Non. Eh, ça c'est rarissime. On enchaîne, ça va faire plaisir à Megan avec un anagramme. Oh, purée. Oh, elle est trop forte là-dessus. Ah, vas-y, Descinde cerai es galgal. Non, je pensais l'avoir, mais en fait. Ah, mais, ça peut revenir. on peut le remettre, affiché, on peut le ouais, s'il vous plaît, parce que- Les Gardiens de la Galaxie Les gardiens Oh de la
Galaxie. Attends, normalement, Je l'avais plus devant moi. le point, Moi, je normalement, partais c'est. sur Indiana Jones avec Inde. Ah et oui. je me suis- J'ai vu Non. Gargal, j'ai fait Galaxy. Ça peut Mais pas oui. être trop proche. Les Gardiens de la Galaxie, le 3 mai, la Ouais, conclusion. le volume 3. Volume 3, on en parlait tout à l'heure, donc on va pas revenir dessus. Oui. Juste, vous l'attendez pas oui, non. Oui. Non. Oui, non, Oui. oui, Moui. oui. Moui. Très bien. Non, non. Un autre film à trouver, je vous donne un petit indice, avec un casting. Oh là. Oh bah. Oh non. Hey. Deux. Non, 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 Après, non. oui, à quoi Non, je sais pas. Non. Fast 10. C'est Fast 10 ou C'est Brie Fast Larson X. qui m'a fait bugger en fait. 17 mai, très bonne réponse de Megan. Purée. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La pression. Mais tu l'as Mais oui, on a. Et- Mais oui. Elle s'est fait piquer l'anagramme, Et là- elle est de retour. Ah ouais, non, bah attends. Fast X, est-ce que ça vaut le coup Fast X si on a aimé les autres? Ah bah non. On en est où là? J'avoue, Ils sont dans alors, pour l'espace, Jason Momoa et les Brie Larson, multivers. j'avoue que je me dis ça va être encore plus over the top. Ok. On va rigoler. C'est je celui-là pense. qui est réalisé par un Français. Louis Par Leterrier. Louis Leterrier. Louis tout à Leterrier. fait. Ah bah c'est Louis Leterrier, Bah, c'est vrai. parce que Justin Lin a claqué la porte. Bah hein. voilà. Oh bah si c'est Louis, on y Il va. reste producteur exécutif. Pour Louis, j'irai. Non, pour lui. Pour le film suivant, j'ai un screen, donc une image, Hum. tirée du trailer, d'un des Oula. trailers. Oula. Ouais, dis donc, t'es bon toi. Ant-Man and the Ah Wasp, ouais. Quantumania. Non, C'est non, non. Non. Spider-Man Cross the Spider-Verse. Il est là, Voilà. c'est lui qui a le point, Ah, dès que bravo. ça parle des bons films, il y a du monde. Nanix, je suis Non, déçu en là-dessus. Tu vas me tuer, t'as répondu le premier. tu Avec t'es la planté, petite désolé. vanne qui va bien derrière. Spider-Man Across the Spider-Verse. Mais il y a une En fourmi français, dedans. c'est les nouveaux héros, un truc comme ça? Alors non, justement, en Non, fait, c'est pas ils ça. étaient partis, et heureusement qu'ils sont revenus en arrière, ils étaient partis sur Spider-Man seul contre tous. Mauvaise idée, ils sont revenus à Spider-Man Across the Spider-Verse. Parfait, donc ça sort le 31 mai. Ouais. Et le Ça va premier être a fou. été oscarisé, Ça va être trop meilleur bien. film d'animation Ouais. l'année de sa sortie, ou juste après. Ouais. Tout le monde l'attend à fond, j'imagine. Ouais, ouais. Ah, Ouais, 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 en ouais, plus, il y a ouais, le ouais. meilleur. Grosse attente. Et ils annoncent un style d'animation différent par Ouais. univers Ouais. parallèle, ça peut être mais va être tellement génial. malade. magique. Oui, parce que cette fois, c'est lui qui va dans les Voilà. univers, Le- alors que là, dans le premier, c'était Il y a le les meilleur gens. Spider-Man. Hein. Spider-Man de 2099. Il y a 2099 qui sera là. Avec Miguel O'Hara, donc incroyable. Hâte Ça de va le être voir. trop bien. Attention, on refait le même exercice, c'est encore en une image. Quel Ouais. est ce film? Star Wars. Et il est tombé dans le piège. Non, oui, bah, ça peut pas être ça, parce qu'il n'y en a pas. Ouais, parce que j'ai failli aussi. Bah oui. Ah, bah, il y a pas Oui, parce qu'on d'actu, dirait Star Wars. le Millennium. Hein. Indiana Jones 5. Et il est bon, il est bon. Oh, Max, il est là, il est là. Oh, c'est Alors pas du coup, ça. j'avais pas fait gaffe à la référence, mais oui. T'as le titre complet? C'est le cadran de la destinée. Exactement. Indiana Il Jones, est bon, c'est le il est cadran de la destinée. C'est ça, le titre? Indiana Jones. The Dial Ah, of et- Destiny. Si je vous fais. Réalisé par James salut, la Mangold. réponse. C'est le mec qui avait réalisé Logan, hein, tout simplement. Ouais, et Le Mans 66. Qui m'avait récemment. régalé, qui avait régalé tout le monde d'ailleurs, j'ai l'impression. Ça sort le 28 juin, on se rapproche de Les l'été. points sont mes points, donc ça va bien. Vous y croyez pas? On est parlé de la bande-annonce, c'était pendant les vacances. Moi, la bande-annonce m'a fait bien plaisir quand même. Et Ça le fait Harrison plaisir. jeune, En même temps, le rajeunissement de Hugh Jackman dans Logan était bien fait. il était. Ouais. Et alors que c'était Ah, il y a non, 5 ans, donc imagine Ouais. le bon que tu peux Ouais. faire avec ça. Megan, Bah moi j'aime bien Harrison Ford, donc je pense que si j'y vais, c'est que pour lui. Ah ouais. c'est que pour lui. Oui. Le nouveau réel. Bon, il y a Phoebe Waller-Bridge aussi. Il y a le Oui, Et c'est Matt vrai. Mikkelsen et le C'est retour vrai. de Salah aussi. aussi. Ça va régaler. Franchement, ça va J'ai régaler. envie d'y croire. Bah. Bon, en tout cas, j'aimerais juste qu'on ne quitte pas Harrison Ford et Indiana Jones avec le 4. Oui. Juste, que ce soit mieux que le 4, part je suis sur- content. Bah voilà, mais au moins tu sais que. Parce que je sais que le film a failli ne pas se faire pendant des années, au moins on sait qu'il va exister. Après, on verra, mais c'est prometteur quand même. Je vous propose une petite image qui a été faite par une IA. Oh là là, celui-là. Bah oui, Putain. Mission Je crois Impossible qu'on- 7. Oui, pas. Mais il fait du BMX ou Avec pas le dans. Alors justement, C'est pas en c'est BMX, fait c'est en par une moto. IA. C'est en moto. Donc, Mais qui est cette personne surtout on a écrit moto, ça a fait ça. C'est le fils de Tom Cruise et Stallone, c'est dingue. C'est le cascadeur. Stallone Cruise. Non, c'est Brandon Routh. Mais oui, mais oui, mais oui. Donc Ouais, le il est point là. est de ce côté. Est-ce que tu Avec la veux cascade. intervertir ton buzzer avec Max? Bah oui, parce que moi j'appuie, ça marche pas. Vas-y. Non, mais je déconne, Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1 encore une fois, sortie le 12 juillet. Oh, ça va Alors là, régaler, pour ça. le coup, le 2 sort l'an prochain, donc c'est vrai que ça marche Le pas. film de l'été, tu sais quoi voir du coup. Ah, Ouais. ça va régaler. Ouais. Bah, ça y est, et, Spider-Man. et Mission Impossible, ça fait quelques épisodes que ça a repris en qualité. Ouais. hein. J'adore. oui. Bah, il y a eu le 2 qui était pas très bon avec John Woo. où il Ouais, tape mais dans la alors, table. alors, c'est depuis revois-le 3, parce non que franchement, il se. Ah ouais, il se voit Ouais, Ouais. donc, Et j'ai vu un doc, cette scène, on se dit, bon, il a fait une fois dans la journée, il le fait 4-5 fois et après il dit, oh, j'aurais pu lâcher la moto plus tard. On refait. En fait, il le fait 10 fois dans la journée. C'est un fou Alors qu'en furieux. plus, dans cette vidéo, t'as un plan où tu sais, tu vois Oui. par-dessus eux le Oui. vide. Moi, j'ai eu le vertige Non, sur mais ça. Et le dit au bout de la 10e fois, relevez-le un coup. Mais tu sais que C'est un dans fou, le, le gars. dans le 6, là où il saute en chute libre, Ouais. au-dessus de Paris, même s'ils l'ont fait à Abu Dhabi, il l'a fait genre 120 fois ce Mais oui. saut.
Pour lui, c'est un malade. Tout ça parce qu'il part une seconde trop tôt. Mais il est perfectionniste, Ah, mais faut pas, t'as pas envie d'être caméraman avec lui. Ah non, c'est fabuleux. On fait un petit coucou à Mélanie sur le prochain, puisque Mélanie, donc de la manie du cinéma, puisque le prochain mécanique de jeu, c'est un Talaref. C'est beau ça. C'est ça. D'accord. Voilà. Ah oui, le film Barbie. C'est Barbie, Ah parce que là là, c'est là. le groupe Mais c'est Aqua Aqua. qui chantait Barbie Girl. C'est à quoi, joli, oui. Il y a quelques années. Elle est belle celle-là. Le film Barbie, 19 juillet. Trop hâte. Trop hâte. Trop hâte. C'est une parodie du système. Mais on sait pas exactement ce que ça va raconter en fait. Mais on déjà, dirait rien que le un peu. teaser en ref, justement, une autre ref, 2001. à 2001, c'est Ouais. du génie. Ouais, Du génie. Et puis Ça va Greta être trop Gerwig bien. Greta est Gerwig. une actrice et une réalisatrice qui est très intelligente et très douée. Moi, c'est vraiment le truc qui Elle avait m'intrigue fait le quoi plus. avant Elle avait fait Les Filles du Docteur March et elle avait fait juste avant Lady Bird. Lady Bird, voilà. Ah oui. Exactement. Et après, comme actrice, c'est la compagne de Noah Baumbach, donc elle a fait Frances A notamment. Donc ouais, moi c'est vraiment en fait, quand on te dit il va y avoir un film Barbie, bof, on te dit pas Greta Gerwig, tu commences à te dire il y a sûrement une raison pour qu'elle l'ait accepté. Et la raison, j'ai l'impression qu'on l'entrevoit déjà dans les bandes annonces. Barbie, je rappelle, ça sort donc le 19 juillet et a priori, ça va au-delà de juste un film sur le personnage de Barbie pour enfants. Le même mois, t'as Mission Impossible et Barbie. Ouais. Et c'est pas fini. Attends, c'est pas fini, il y a autre chose. C'est pas fini. Oh là là. Bah, c'est le Je prochain, propose j'imagine. Une image. Bon, ok. Une image de trailer. Tu vas alors, je suis sûr que tu vas déjà. Non, mais je vous laisse parce que je sais ce que c'est. Ah bon Oppenheimer. Oppenheimer, le nouveau Ah. Christopher Nolan, Avec sorti le Cillian 19 Murphy. juillet. C'est sur le même jour. C'est sur le même jour Cillian que Barbie. Murphy. Mais non. Ouais. Ah dis donc, c'est deux salles, deux ambiances. Cillian Murphy, bah oui, non, mais Christopher Nolan, tout simplement. Ouais. Puis lui aussi, au niveau cascade, ça donne. Enfin, c'est très, Ouais. très réaliste, quoi. Et on salue tous les viewers et viewers qui arrivent de la chaîne de Jean Massier. Oh. Merci Bonjour. et à toutes d'être là, évidemment Jean Massier qui sera l'invité du récap tout à l'heure. Ça va régaler ça. On se termine ce quiz avec 2 images faites par une IA et notamment celle-ci. Ah, c'est génial, c'est. Ah, mais Oh là là, purée ouais. Joker 2, mais il sort pas cette année. Ouais. Ah, Il sort en octobre 124. 2024. 24. Ah, j'avais 2 C'est octobre. Joker... Ah non, mais Ah c'est non. 2024. C'est 24. En fait, alors, c'est bizarre, c'est qu'en fait, il est en 24. tournage quasiment fini, mais. D'accord. Ouais, c'est pour ça. Joker Folie à Dieu. Folie à deux. Folie à deux, j'adore le. Vous avez reconnu Lady Gaga, donc Ouais. faite par une IA dans le costume de Harley Quinn. Ça va Du régaler. coup, on enchaîne directement avec une autre image réalisée par une IA. Secret Invasion. Ah. Secret Invasion, Ah, mais la pas série vu. sur Disney+. Ouais, je l'avais là. c'était le tien. On n'a pas la Je date, l'avais mais... là. Ah bah, Dragon Ball numéro 2, ça y ouais, est, c'est- ça on dirait sort. un mec. The Mask 3. Ça va être peut-être après Ant-Man and the Wasp Quantumania, donc je dirais mars, à peu près. En une phrase, hein, c'est quand même peut-être la série qui va nous raconter que depuis plusieurs films et séries, les personnages qu'on a vus, c'était pas les vrais. C'est une série d'espionnage qui met en avant Nick Fury dans un contexte plus réaliste que toutes les autres séries qu'il y a eu jusqu'à présent sur, chez Marvel Studios, avec des êtres humains, tout simplement, et des êtres extraterrestres aussi, quoi. Qui peuvent Avec- dans d'échanges formes. Avec ce risque de, vous pensez qu'il était mort, c'était pas vraiment lui. Hop, Robert Downey Jr. Pas lui, hein, non, mais c'est un exemple. Et c'est une série qui a introduit Armor Wars, le film, notamment. Voilà. J'ai une question, juste Ouais. avant d'enchaîner, rien à voir sur les suites, comme je suis avec des spécialistes. La suite de L'Arme Fatale, Mel Gibson, est-ce qu'il y a une date, est-ce qu'il y a une info, est-ce qu'il y a quelque chose soit Pour l'instant, Bah, c'est toujours Ah, d'actualité, Pour déjà, l'instant, Ouais. malgré la mort de Richard Donner. Richard Donner qui sera plus évidemment réalisateur, mais C'est toujours d'actu. Donc, il Mais y a est-ce pas qu'ils en de- ont reparlé il n'y récemment a pas de nouvelles news ou quoi que ce soit. Non, mais ils sont- félicitations il est vieux, Danny à Glover. Max donc, Il est qui vieux. remporte ce quiz. Et Juste, Nanix, qui s'il me donne 300 € aura des points Ah, aussi. ouais, on aura des points aussi. Attends, on a tous mis des points là. Je rappelle juste, hein, évidemment, en février, Knock at the Cabin, Ant-Man et la Guêpe, Trop vieux. Quantumania, The Fableman de Spielberg, Creed 3, etc. etc. Belle année, hein. Beaucoup de sorties, une très 2004. grande année 2023. Et avant de se projeter aussi loin, hein, je vous propose qu'on reste juste Oh. dans les sorties Cette de la semaine. semaine. Dans le présent, il y a puisque c'est beau, c'est c'est quoi beau. le journal des sorties. Oui, Le journal des sorties, c'est un peu la sélec et les recos de votre week-end que vous comptiez sortir pour aller au cinéma ou dans le confort de votre canapé. Voici les 5 incontournables de la semaine avant de balayer plus rapidement le reste des sorties. Oh. Mégane, c'est joliment dit. en tout t'as vu ça? Larmes aux Très beau. yeux. Qu'est-ce qu'on Très va voir au très beau ciné? lancement. Au cinéma, on va voir Tar de Todd Field. Max en parlait tout à l'heure parce que c'est un film du coup qui est
nommés aux Oscars. Cate Blanchett est nommée pour la catégorie meilleure actrice. Elle a déjà eu un Golden Globes pour ce rôle. Un rôle qui est assez incroyable. Elle incarne Lydia Tarr, une chef avant-gardiste d'un grand orchestre symphonique allemand, qui est vraiment au sommet de son art, au sommet de sa carrière. Sauf que des affaires de mœurs vont assez graves, qui comprend des accusations d'abus d'autorité, de favoritisme, d'infidélité, vont venir la frapper de plein fouet et vont provoquer sa chute. Donc voilà, c'est la chute d'une grande chef d'orchestre et c'est un film incroyable. Vraiment, c'est une expérience visuelle, auditive. La performance de Cate Blanchett est magistrale. Vraiment, c'est un film à voir. Et cocorico, il y a une super actrice française dans ce film qui est Noémie Merlan. On rappelle que sur Allociné, vous notez les films de 0,5 étoiles à 5 étoiles. Combien, je dirais, d'étoiles de la hype, c'est-à-dire combien d'étoiles tu mettrais sur ton envie de voir le film, ou si tu l'as vu, combien tu... Je l'ai vu et je vais mettre un beau 4. On est sur 4 étoiles. Genius. Ouais, l'histoire me touche particulièrement. C'est vrai que Cate Blanchett fait, même si elle a peut-être pas encore 3 Oscars, elle fait partie déjà des plus grandes actrices de l'histoire du cinéma. Moi, j'attends beaucoup ce film. Donc, je mets... C'est sur 5 les étoiles ? C'est sur 5. Sur 5. Je te mets un 4-5. 4,5 ? Ouais. 4,5 ? Ah ouais. Ça y est, sûr ? c'est le premier de 2023. 4,5. Non, je reviens à 2 de ces mecs. Les mecs qui paniquent. Nanix, 3. 3 étoiles du côté de Nanix. Max ? Moi, j'ai très hâte 4 aussi. C'est un bio, c'est une histoire vraie ou c'est. C'est un peu. D'accord, parce que je me posais la question. Et le personnage n'existe pas, mais il y a des gens qui s'en rapprochent. qui ont ressemblé. Mais, je pense qu'il s'est nourri de plusieurs. Et ce qui me donne vachement envie, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le côté expérience, parce que la bande-annonce, effectivement, tu sais pas trop ce que ça raconte, mais tu te dis, il y a d'avoir une atmosphère assez dingue. Donc j'ai vraiment hâte. Tension permanente, quoi. Vraiment. J'ai vraiment hâte. Donc 4. Ok. Toujours au cinéma. Toujours au cinéma, un très joli film que j'ai découvert en avant-première il y a pas longtemps, qui avait été présenté au Festival de Cannes, qui s'appelle Retour à Séoul de David Chou. Qui est un film vraiment très joli, très intimiste, très mélancolique, avec une héroïne à laquelle on peut beaucoup s'identifier. Donc le personnage s'appelle Freddy, elle a 25 ans. Sur un coup de tête, elle retourne pour la toute première fois en Corée du Sud, où elle est née, parce que c'est une jeune femme qui avait été adoptée, et elle se lance dans la recherche de ses parents biologiques, de ses origines, dans un pays qui lui est totalement étranger. Et en fait, ce voyage impromptu va être le théâtre de rencontres dingues, de rencontres émouvantes, d'une remise en question totale de sa vie, de son existence, de ses choix professionnels, sentimentaux et familiaux. Donc c'est vraiment un très joli film. Et puis la BO, il y a une scène de danse au milieu du film qui est dingue. Vraiment, c'est un très joli film, très beau aussi. En termes de cinématographie, c'est sublime. Donc voilà, c'est un très très beau film. Combien d'étoiles, Mégane ? J'ai 3,75. Non, c'est que des demi. C'est déjà compliqué. Allez, 3,5. 3,5. Genius. Ouais, ça fait être ma news. Vous savez que le cinéma coréen me touche. Je suis passionné. C'est l'histoire en plus de ma femme. Ma femme a vécu ça, évidemment, adoptée, repartie en Corée. Donc voilà, très touché et très motivé pour voir ce film. Je vais remettre, tu sais quoi ? 5. 5 étoiles pour Genius. Mon premier de toute l'histoire de la c'est bien pour faire une gradation. Après, c'est un peu biaisé, mais bon. C'est beau. Nanix. Toujours 3. Toujours 3, fidèle à lui-même. La constance de cet homme. Alors moi, je l'ai vu à Cannes, justement. J'aime beaucoup ce film. C'est un de mes films préférés à Cannes. Je suis très curieux de savoir ce que ta femme va en penser. Parce que c'est déjà très émouvant pour des gens comme nous. Je pense que ça va être très fort pour elle. Je vous dirai. Et ça, je souligne la scène de danse dont Mégane parlait, moi, c'est vraiment une scène de lâcher prise, tout ça, mais qui, à Cannes, m'a atomisé. Vraiment. Ouais. J'étais en larmes pendant cette séquence. Alors, c'est pas des questions de fatigue ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment une des plus belles scènes de danse et même une des plus belles scènes tout court que j'ai vues ces derniers mois. Ah ouais. Combien d'étoiles du coup ? 4, pardon. 4 du côté de Max. Demain. C'est demain, oui. Ça sort demain, c'est au cinéma. Retour à Séoul. Ouais. On passe maintenant sur Netflix, Mégane. Ouais, les plateformes. Donc sur Netflix, on a une comédie qui sort, qui s'appelle You People, qui sort le 27 janvier. C'est le premier long métrage de Kenya Barris, qui est le créateur de la sitcom Blackish, pour celles et ceux qui connaissent. On a un beau casting, hein, Jonah Hill, Julia Louis-Dreyfus, Eddie Murphy, David Duchovny, pour ne citer que. Oh, le retour de David. Le retour de David. Et donc on est sur un couple de deux jeunes amoureux qui se retrouvent confrontés aux points de vue divergents de leurs parents respectifs, qui réalisent que si les opposés s'attirent, c'est pas toujours le cas des familles. Voilà. Combien d'étoiles de la hype ? Pas vu, on va dire 3 pour le casting. 3 pour le casting.
Genius. Les comédies sur Netflix en ce moment, je rappelle, un Chevalier Black. Qui est sur Netflix, la arrivé, je l'ai revu, un grand classique. C'est pas le sujet. Je sais, je le dis. Désolé, c'est un classique. J'étais en train de me dire, Eddie Murphy, ça fait longtemps que je ne vois plus et je suis content de le revoir, donc un petit 3-5. Un petit 3-5. Ouais, un petit 3-5. 3-5. Mon premier 3-5 de l'année. Ça monte un petit peu. Non, pour le casting, puis il y a David Duchovny. Attends, David, c'est vrai que David. rien que pour ça, je mets un demi-point. Quoi. Max, Moi, pour le casting, pareil, 3. 3. C'est peut-être le temps qui va manquer, mais ça intrigue. Ça intrigue. Du côté de Prime Video maintenant. Du côté de Prime, 27 janvier aussi pour la sortie. C'est une autre comédie romantique, comédie d'action. Shotgun Wedding, qui réunit Jennifer Lopez et Josh Duhamel. Et c'est par le réalisateur de Hit Girls ou Pitch Perfect, selon comment vous connaissez ce film. Donc Jason Moore. On a aussi Lenny Kravitz au casting et quelqu'un qu'on adore et qui fait un retour en force merveilleux depuis The White Lotus, Jennifer Coolidge. Et donc là, comme son nom l'indique, c'est un wedding, c'est un mariage qui fait boom. Donc Josh Duhamel et Jennifer Lopez incarnent un couple qui vont se marier sur une île paradisiaque. Ils invitent leurs familles respectives. Sauf que juste avant la cérémonie, patatras, il y a des pirates qui débarquent sur l'île. Et le couple va devoir sauver les convives et en même temps se sauver et survivre. Voilà. Alors moi, j'ai vu le film. Honnêtement, quand on le prend vraiment comme une comédie d'action, une comédie romantique, une comédie romantique d'action assez fun, assez drôle, avec des scènes. C'est du pulp popcorn. C'est du popcorn. Ça se regarde très bien. C'est plutôt drôle. Il y a des petits dialogues qui sont plutôt bien tournés. L'alchimie entre les deux fonctionne très bien. Et puis, j'ai vraiment pas boudé mon plaisir devant le film. Et ça m'a un peu fait penser au Secret de la Cité perdue, si vous l'aviez. J'ai rattrapé. En mieux ou pas que la Cité En mieux, perdue parce que Oui, en mieux. Parce que j'y pensais beaucoup. Non, mais dans le fond, Ok. dans la forme plutôt, mais c'est mieux. Combien Voilà. d'étoiles du coup? Un 3. Un petit 3. Voilà, c'est divertissant. Ça fait le taf. C'est tout ce qu'on lui demande. Genius. Quand j'ai vu l'acteur latino de Retour en enfer, Une nuit en enfer, de Titi Twister, là, Jeff, Chiche Marine, un truc. Ouais. Chiche Marine, oui. Je l'adore. Tout à fait. J'aime beaucoup voir Jennifer Lopez à l'écran. Franchement, t'as même des films un petit peu. Voilà, les derniers films que j'ai vus d'elle, notamment le dernier Cowboy Wilson, une vraie bouse. Donc j'ai envie de me remettre un petit peu d'aplomb. Oui, tu confirmes. Oui. Horrible, horrible. En plus n'importe quoi. Donc un petit 2,5. Je vais baisser. 2,5. Voilà, Allez, on baisse un peu. Franchement, sur le casting, c'est 2. Voire même un et demi, mais en fait, ça va être 3 parce que ça a l'air de te couler marrant. Il reste à 3. Ouais, Encore il une reste à fois, Max. Moi, j'aurais dit 3 sur le papier, et puis après, tu as décrit le synopsis et dit que c'était le réel de Pitch Perfect, et du coup, je monte un peu à 3,5. T'as un petit truc en plus. Ah, Ouais. Pitch Perfect, Ouais, c'est ouais. une petite pépite, franchement, que j'aime beaucoup. Le 1, le 2, le 3, pas du tout. Mais du coup, ça me donne encore un peu plus envie de le voir, ce côté-là. On passe sur Canal+, Mégane. Oui, là, on passe. On quitte les comédies, on passe côté auteur. Depuis hier est diffusée sur Canal+, la série de Xavier Dolan, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre éponyme de Michel-Marc Bouchard. C'est un drame psychologique en 5 épisodes qui raconte les traumatismes d'une famille québécoise dont la vie a été bouleversée une nuit d'octobre 91. Et on est embarqué 30 ans plus tard, alors que la mère décède. Il y a toute la fratrie qui est réunie depuis qui n'avait pas été réunie depuis très longtemps, mais elle est réunie depuis le décès de leur mère. Et le voile est levé sur de nombreux secrets, notamment ce qui s'est réellement passé cette nuit d'octobre 91 et qui va bouleverser autant les spectateurs que cette famille endeuillée. Combien d'étoiles là? 4,5. 4,5. Je l'ai vu et c'est vraiment une série, c'est vraiment une très belle série. Combien d'épisodes tu as dit? 5. 5 épisodes. 5 épisodes d'1 heure. Ça va. Ouais, qu'on soit sensible ou non au travail de Nolan, je mettrais un petit 4 parce que je suis toujours assez touché par son boulot. Donc ouais, 4. Petit 4 sur 5. 4. Vous connaissez, il s'agira d'un 4. Oh là, Parce que le scénar est... J'aime beaucoup ce type de scénario-là. Donc 4. Il grimpe. 4 pareil, j'aime beaucoup ce que fait Xavier Dolan. Donc ça reste sans doute une des grosses recos avec Retour à Séoul de cette semaine. Mais il n'y a pas que ça qui sort. Oui, Mégane. je vais faire très vite. On va réduire. Tu en as plein dans ta besace. Oui, tout ce que j'ai dans ma besace. Alors, au cinéma, si vous aimez Gérard Butler et les films un peu bourrins d'action, il y a Mayday. Je pense que vous avez vu les affiches dans le métro. Ouais. Donc voilà, un pilote commercial qui réussit à faire atterrir un avion endommagé par une tempête sur la terre ferme. Il va se faire prendre en otage avec les autres passagers. Donc
Ça va être le héros du jour. Toujours au cinéma, un film familial qui a l'air tout choupinou, qui s'appelle La famille Asada de Ryota Nakano. En fait, dans la famille Asada, il y a un jeune qui a l'envie de devenir photographe, c'est son rêve. Et grâce à son travail, il va permettre à chacun des membres de sa famille de réaliser eux aussi leurs propres rêves. Toujours au cinéma, un film français qui s'appelle Divertimento de Marie Castille, mention char, avec une actrice que j'aime beaucoup qui est Oulaya Amamra. Donc elle incarne une jeune femme de 17 ans qui est bercée par la musique classique. Son rêve, devenir chef d'orchestre. On refait un petit clin d'œil à Cate Blanchett dans Tar. C'est construit comme une ellipse. Voilà. Donc son rêve, devenir chef d'orchestre. Elle veut suivre les traces de sa sœur jumelle qui est violoncelliste professionnelle. Problème pour elle n'a pas vraiment les moyens d'accéder à son rêve. Donc elle va créer son propre orchestre avec ses amis musiciens. Un orchestre qu'elle va appeler Divertimento. Sur Netflix ? Sur Netflix, une série britannique qui s'appelle Lockwood & Co, qui sort le 27 janvier. C'est une adaptation d'une série littéraire de Jonathan Stroud. Et on suit 3 jeunes agents d'une sorte d'agence de détection psychique qui combattent des fantômes, qui sont aussi connus sous le nom de visiteurs, il me semble, dans la série littéraire, à Londres, en Angleterre. 8 épisodes. 8 épisodes à voir sur Netflix. Maintenant sur Disney+. Sur Disney+, une autre série britannique, une autre série fantastique, toujours en 8 épisodes aussi, qui sort, elle, demain. Ça s'appelle Extraordinary. On suit une jeune femme qui est pas du tout extraordinaire. En fait, elle vit dans un monde où tout le monde a des pouvoirs, sauf elle, pas de bol. Donc voilà, c'est un teen drama, un récit initiatique, coming of age, avec une jeune ado qui veut se faire une place dans un monde qui est extraordinaire, mais pas elle. On passe à Apple+. Apple TV+, avec Harrison Ford, qu'on aime beaucoup, et qui fait face à Jason Segel, un acteur que j'adore. Si vous n'avez pas vu sa série Dispatches from Elsewhere sur Amazon Prime Video, s'il vous plaît, regardez-la. Donc là, la série, c'est Shrinking, sur Apple TV+, en 10 épisodes. Ça sort le 27 janvier. Harrison Ford incarne un thérapeute en deuil qui va enfreindre toutes les règles et qui va se mettre à dire à ses patients tout ce qu'il pense, tout ce qui lui passe par la tête, et à être ultra honnête. Forcément, que le fait d'ignorer tout ce qui est son éthique et sa formation, ça va totalement chambouler ses relations avec ses patients. Il doit être impressionnant, Harrison Ford, dans ce rôle de vieux papy bougon qui balance tout sans filtre. Ouais, donc c'est son vraiment, vrai rôle, ouais, c'est lui, il joue pas. Dans Morning Glory, il est un peu comme ça. Ouais. Donc voilà, une petite pépite comme Apple TV+, c'est si bien les faire. Ensuite, en VOD. Séquence de rattrapage. Séquence de rattrapage en VOD, si vous les avez ratés au cinéma, on a Don't Worry Darling, le film d'Olivia Wilde avec Florence Pugh et Harry Styles, dispo en VOD dès demain. Donc on suit une petite communauté isolée dans le désert californien en plein cœur des années 50. Il y a une des femmes au foyer de cette communauté qui va voir sa vie chamboulée. Je préfère rester très évasive sur le synopsis parce que c'est un film qui est plein de rebondissements. Et autre sortie en VOD, donc dès le 26 janvier, un énorme carton au box-office, très étonnant d'ailleurs, d'un film d'horreur qui s'appelle Smile. Qui a eu une excellente campagne marketing quand même, faut l'avouer. Donc là, on suit une jeune femme qui a été témoin d'un incident extrêmement traumatisant avec l'une de ses patientes. Et donc, cette psychiatre va voir sa vie tourner au cauchemar et elle va être poursuivie un petit peu par une entité démoniaque. En tout cas, si ça commence à sourire, c'est que ça sent pas bon. Merci beaucoup, Mégane. C'était la sélection des sorties de la semaine. Vous savez quoi regarder ce week-end. T'as bossé. Merci beaucoup pour ce retour à tous les quatre. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci en plateau donc à Mégane, Maximilien, Janus et Nanix. Merci aussi en régie, Paul à l'édito, Liam à la réal et Léo au son. Tout de suite, c'est le récap avec le retour du quiz de Gigi, la chronique sport d'Erwan. Ce sera suivi par le retour du réact. C'est que des retours en ce moment. On est là ce soir. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, allez au ciné, regardez des séries. Ciao. Salut.